Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui sont déjà connectés pour ce nouveau live du Conseil scientifique indépendant avec une soirée encore très très riche en événements, en conférences, en informations, les plus objectifs possibles pour vous donner la possibilité de choisir, de faire vos choix, vos propres choix pour votre santé. On va accueillir un petit peu toutes les personnes présentes ce soir. Alors, docteur Olivier Soulier, qu'on ne présente plus, qui est souvent là. Bonsoir Olivier, tu as ton micro fermé si tu veux dire un mot. Louis Fouché, qu'on ne présente encore moins, avec Hélène Banoun, qui est membre également du CSI, pharmacienne, virologue, mais on la présentera un peu plus tout à l'heure puisqu'elle va intervenir. Jean-Dominique Michel, notre Suisse préféré, on ne veut vexer personne d'autre, mais qui fait également partie du comité scientifique indépendant. Bonsoir Jean-Dominique. Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Bonsoir Michel Rivasi, députée européenne qu'on ne présente pas non plus et qui va intervenir ce soir et je la présenterai également un petit peu plus après. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Et bonsoir Laurent Mucchielli. Merci de votre présence également pour intervenir tout à l'heure en deuxième position sur des sujets qui vont nous passionner encore une fois. Bonsoir Emmanuel qui va nous aider à gérer le chat et la soirée. Voilà, je crois qu'on a accueilli tout le monde. On a peut-être tout simplement rapidement passer à la première intervention pour garder du temps pour les questions ensuite et le débat. Surtout que le premier sujet, ça va être donc Michel Rivasi, députée européenne de Europe Écologie Les Verts, qui est sur tous les fronts de l'écologie, en ce moment particulièrement sur les informations concernant la 5G, ce qui est très important, je crois qu'on arrive à avoir des informations objectives sur cette technologie nouvelle, parce que comme toutes les technologies nouvelles, elle a des avantages peut-être économiques, mais peut-être des inconvénients pour notre santé, en tout cas qu'on doit mieux connaître. Mais ça ne sera pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, ça sera plutôt le pass sanitaire. Bonsoir Michel, merci vraiment d'être avec nous et de venir partager votre expérience et votre dynamisme. Ben merci de m'avoir invité. Alors, je vais vous parler des certificats sanitaires européens, puisque l'actualité est brûlante, puisque ça va être voté le 9 juin. Donc, vous voyez, c'est dans quelques jours. Alors, ces certificats, si vous pouvez passer la diapo suivante. Alors, c'est appelé certificat et pas passeport. Pourquoi? Parce que un passeport, ça avait un statut légal que n'a pas le certificat. Au début, ils appelaient ça d'ailleurs le certificat vert. Alors, je vous signale qu'on a refusé à ce qu'ils parlent de certificat vert, puisque tout est vert en Europe. Hein, on parle de pacte de Green Deal, on parle de pacte vert, et donc ça n'a rien de vert. Alors, il va être délivré par les autorités nationales, alors soit les centres de tests, de vaccination, et surtout les autorités en fait nationales. Et il sera mis en place le 1er juillet dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, ce certificat de vaccination, il aura une validité d'1 an. Il repose sur 3 choses. Soit c'est un certificat de vaccination, soit c'est un test PCR qui est négatif. Il faut qu'il n'ait pas plus de 3 jours. Ou un certificat de rétablissement, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu le Covid et est-ce que vous avez des anticorps qui le montrent. Il est sous forme numérique et c'est vrai que je vous dirais le Parlement a voulu absolument qu'il y ait un format papier. Alors c'est un QR code ou un format papier en langue nationale et l'anglais. Normalement, c'est un système qui est gratuit, qui est accessible à tous et temporaire et c'est le même modèle dans tous les pays européens. Alors, l'autre diapo,
sur la chronologie, il faut bien que vous voyez qu'en fait, ça a été une demande de la Grèce. Parce qu'il y a des pays comme la Grèce, l'Italie, le Portugal, qui, s'ils n'ont pas des touristes, ils sont complètement, je dirais, HS. Et donc, ils ont poussé, le 17 février d'ailleurs 2021, vous avez là dans la chronologie, le conseil pour l'adoption de ce certificat numérique. Et alors, bien sûr, ça a été adopté en procédure d'urgence. Alors, vous avez les votes, vous verrez qu'il y a eu quand même 203 votes négatifs sur 468 positifs, parce que un vote d'urgence, ça veut dire qu'il n'y a plus le débat au niveau des différents groupes politiques du Parlement. C'est-à-dire, c'est comme les fast-track, vous savez, au niveau des médicaments. C'est une accélération de la prise de décision. Il y a eu des spécifications techniques, en fait, par le groupe d'experts qui a défini un cahier des charges, mais le Parlement a voulu que ce soit la commission Libé qui le prenne en compte, et il y a eu des amendements proposés par le Parlement européen qui ont enrichi le texte. Et puis après, quand tout ça s'est fait, il y a une rencontre directe avec le Conseil des États, la Commission et le Parlement. Et puis le 1er juin, donc il y aura le lancement de cette passerelle technique et les tests de vérification des certificats pour vérifier bien sûr l'authenticité de ces certificats. À l'heure actuelle, il y a déjà 7 pays qui sont connectés à cette plateforme en fait qui existe sur le plan européen. C'est, vous les avez, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Croatie, la Pologne. Et en fait, la France va s'y raccorder le 21 juin. Donc, le 9 juin, il va y avoir un débat qui va être assez houleux parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait favorables à ce certificat. Il y a des gens qui s'abstiennent et puis il y a des gens qui sont contre. Pourquoi? Parce que l'idée quand même du certificat, c'était d'harmoniser à l'échelle européenne et que chaque pays n'ait pas son propre certificat. C'était ça à l'origine, le fait qu'il y ait cette proposition de faire un certificat. Donc, il va être applicable le 1er juin et il y aura une période transitoire jusqu'au 12 août avec un rapport que doit faire la Commission. Mais je vous ai mis une chronologie de l'Union européenne avant 2021 parce qu'en fait, dès décembre 2020 et même en mai 2020, il y avait déjà cette proposition de faire une approche coordonnée des certificats de vaccination. Il y avait même l'idée de faire des certificats de vaccination numériques. Mais comme la commission sentait que les gens n'étaient pas prêts, vous voyez que le Covid a permis d'accélérer le processus. Il y a même l'Estonie qui avait déjà testé des certificats d'immunité dans les entreprises. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était quand même dans les starting blocks. Alors, ensuite, on a des passeports partout. Si vous passez l'autre diapo, on s'aperçoit que là, on est sur le plan européen. Mais quand on regarde ce qui se fait aux États-Unis, vous avez AOCAPAS qui est des certificats, c'est aussi des certificats privés qu'on utilisait aussi bien au niveau des aéroports. Il y a IATA Travel Pass qui a été développé par une association internationale de transport aérien. Il y a Health Pass qui est à la fois numérique et biométrique. C'est 50 organisations aux États-Unis. Il y a Walmart, Ligue sportive, basket, etc. Donc, en fait, la tendance est mondiale. Elle n'est pas qu'européenne. Ensuite, l'autre diapo. Et quand on regarde, en fait, qui y a derrière ces certificats, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a les GAFAM. Vous avez Vaccination Credential Initiative. Ben, vous voyez que ça a été créé en janvier 2021. Il y a 225 organisations, dont Oracle, qui est un ensemble de serveurs, Microsoft, des organisations de santé
et coprésidée par The Common Project Foundation, qui milite pour un enregistrement numérique des personnes vaccinées Covid-19, et la mise en œuvre du standard Smart Health Card, qui est un projet open source développé avec l'OMS. Vous avez Good Health Pass Collaborative, eh bien c'est pareil, ce sont des entreprises, c'est public-privé, et c'est pour faire des certificats numériques, des laissez-passer sanitaires. Donc en fait, il y a une nébuleuse des gros acteurs du numérique qui collaborent dans le monde entier à des projets de pass sanitaire open source, compatibles entre eux, au sein de différentes alliances où les mêmes entreprises militent ensemble pour des appels d'offres privés et publics, façonnant le marché de l'identité électronique sécurisée. Donc, vous voyez que derrière, il y a toute une organisation qui est problématique parce que là, on voit que c'est pas seulement, on n'est plus dans l'authentification, on est dans la traçabilité et on est justement au niveau des données concernant la santé. Alors, l'autre diapo, c'est quand même, il y a eu des alertes. Il y a des avertissements des experts. Alors, j'attends l'autre diapo. Si c'était possible. Vous avez European Digital Rights qui, en juin 2020, disait que dans le contexte de l'absence de preuves scientifiques, des risques importants créés par les faux positifs et les faux négatifs et des grandes inquiétudes concernant la protection des données de la vie privée, l'idée des passeports d'immunité numérique devient encore plus sinistre. Ça, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de la quadrature du net, mais sur le plan européen. Vous avez aussi une tendance à l'OMS qui était quand même très critique parce que l'OMS, enfin une partie de l'OMS, parce qu'à l'OMS, il y a pléthore d'experts, il disait qu'il existait encore des inconnues cruciales concernant l'efficacité de la vaccination pour réduire la transmission et concernant la disponibilité des vaccins. Et enfin, il y a le Comité consultatif national d'éthique français qui avait dit que il faudrait quand même justifier ça parce que ça peut porter atteinte aux libertés. Et notamment tout ce qui est traçage, rupture du secret médical, accessibilité de ces données à des personnes privées. Alors, les garde-fous maintenant prévus en Europe. Alors ça, il y a eu un gros débat entre la Commission, les États et le Parlement. Parce que on voulait absolument pas, au niveau du Parlement, que les données soient centralisées et on voulait des infrastructures à clé publique et que les données personnelles ne circulent pas. On voulait une signature numérique fournie par l'organisme de délivrance et une gestion nationale des données et pas de base de données européenne uniquement. Pas de collecte, non, ni de stockage de données dans le pays visité, ni de transfert à un pays tiers. Aucun émetteur de certificat n'est informé de la vérification des certificats. Et si les États membres exigent une preuve de vaccination ou de dépistage, eh bien, il y avait une obligation d'accepter les certificats équivalents des autres États membres. Les certificats sont délivrés gratuitement et le règlement, on l'a limité à 12 mois. Alors, il y a quand même ce service passerelle de l'Union européenne qui interconnecte les certificats sanitaires et qui est basé au centre de données de la Commission au Luxembourg et qui est mis en place par les entreprises T-Systems et SAP. Donc, vous voyez que ce qu'on a essayé de faire très attention au Parlement, c'est pas de système centralisé sur le plan européen, mais bon, après, les États membres, normalement, ils devraient appliquer ce que dit le Parlement européen. Et on ne voulait pas à la fois qu'il y ait l'authenticité, oui, mais pas la traçabilité des individus. Alors, il y a le cas français, le cas de tous anti-Covid en France. Vous savez qu'il a été proposé une première fois. Alors, vous pouvez passer la diapo d'après. Alors, il a été, ce tous anti-Covid, proposé la première fois le 21 décembre 2020, puis retiré. Il est présenté à la presse
le 19 avril 2021 et il est téléchargé, c'était 1 adulte sur 3 en France. Et puis, il est adopté finalement le 28 mai au Sénat. Et normalement, il devait disparaître le 30 septembre. Et donc, il installe une obligation de test PCR pour des événements et des lieux supérieurs à 1000 personnes, pour tout ce qui est stade, festival, parc de loisirs, concerts, foires, salons, expositions, mais pas pour les restaurants, les services publics, les lieux de travail ou les grandes surfaces. Et alors, le problème de ce certificat, de ce tous anti-Covid, c'est qu'en fait, il y a des bases et les données sont centralisées, alors que le Parlement dit bien qu'il ne faut pas que les données soient centralisées. Et là, qui va contrôler et qui va regarder ce qu'il en est exactement? Alors donc, moi, je suis très critique sur ce tous anti-Covid parce que franchement, il n'a pas les normes que demande l'Europe. Alors, rapidement, maintenant, pourquoi moi, j'ai essayé au niveau du groupe Vert d'informer vraiment les gens sur ce certificat. Pourquoi? Parce qu'il donne un faux sentiment de sécurité. Les gens, et même, je vous assure, la plupart des députés sont persuadés que si on est vacciné, si on a un test négatif ou si on a pris le Covid, eh bien, on est sécure. Or, je leur ai démontré que, on peut être vacciné et transmettre le virus. On peut avoir un test négatif et quelques jours après déclarer la maladie. Et en plus, on ne sait pas la durée de vie des anticorps si on a pris le Covid. Donc, quand les pays comme la Grèce, comme l'Espagne, ils ont poussé à mort pour qu'on ait ce certificat, tout ça pour amener les touristes dans leur pays avec ce certificat en disant, voilà, maintenant, vous êtes en pleine sécurité, on peut enlever le masque, etc., etc. Et ça, j'avoue que moi, je trouve que ça donne vraiment un faux sentiment de sécurité. D'ailleurs, les pouvoirs publics en ont conscience et c'est pour ça que, sous couvert d'harmonisation, on voit que déjà, ça ne fonctionne pas. Regardez les touristes anglais. Les touristes anglais, ils subissent une quarantaine en France et en Allemagne, alors qu'ils sont accueillis à bras ouverts par l'Espagne et par la Grèce. Donc, on voit bien que cette harmonisation n'existe pas. Et puis, l'avant-dernier, c'est quand même aussi une source de discrimination. En fin de compte, il incombera à chaque pays de décider à son propre niveau ce qu'il sera possible de faire avec un tel certificat vaccinal. Ça, c'est ce que disait Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission. Mais nous, on a fait ce certificat pour que les gens aient une libre circulation et que ça soit harmonisé sur l'ensemble des États. Mais après, chaque pays reste souverain dans le domaine de la santé. S'ils veulent faire une quarantaine, s'ils veulent appliquer ce certificat, par exemple, au niveau des services publics, si au niveau des restaurants, ils veulent l'appliquer, eh bien, à l'heure actuelle, le Parlement et ce règlement ne pourra pas empêcher un pays de le faire. Donc, en fait, ça va discriminer. Et la deuxième chose qui est quand même importante, c'est que normalement, le Parlement européen avait demandé à ce que les tests soient gratuits. Quand vous allez en Espagne et que vous voulez aller en France, il faut payer le test. Et plus vous voulez que ce test soit fait rapidement, plus vous payez, et notamment, c'est 120 €. Si vous n'êtes pas trop pressé, c'est 100 €. Et ça, c'est très discriminatoire vis-à-vis des gens qui veulent voyager. Parce que là, les jeunes ou même des familles, ça leur coûte très cher. En France, c'est la sécurité sociale qui paye, mais les gens ne payent pas le test à titre personnel. Donc, je trouve que là, vraiment, on n'y est pas arrivé. Alors, la Commission a dit, on va donner 100 millions d'euros,
mais ce n'est pas avec 100 millions d'euros que vous allez faire des tests gratuits. Enfin, je mets en parenthèse gratuit parce qu'il y a toujours quand même la sécurité sociale qui paye, mais c'est quand même très discriminatoire. Et puis, il y a cette possibilité de dériver par rapport à ce pass. Et la dernière feuille, c'est sur la protection des données qui est sur le papier, notamment l'authentification et la traçabilité, parce que est-ce que la véracité du certificat compte ou l'identité du certifié? Le projet de passeport vaccinal numérique commun souhaité depuis 2018, on voit qu'il se réalise. Le partage des données de santé discuté depuis des mois au sein des experts nationaux par eHealth, qui est ce groupe d'experts. On renforce la tendance à la surveillance numérique, on renforce la tendance à la divulgation des données de santé personnelle. Et malgré les garde-fous posés au niveau européen par le Parlement, ce système de certificat numérique ajoute des risques en matière de liberté publique et de protection des données sensibles. Alors, on va voir le 9. Si les gens sont plus sur dire ce certificat va permettre une liberté de déplacement, mais on voit déjà par rapport aux touristes anglais que ce n'est pas le cas. Et puis, à mon avis, c'est le début de la traçabilité, c'est le début de la surveillance. Et puis, au niveau des données de santé qui sont très recherchées, en fait, ces données de santé, on n'aura aucun moyen de le contrôler. Voilà. Donc, moi, vous savez pourquoi je vais voter. Je vais voter contre. Je sais que les Autrichiens vont s'abstenir. Les Allemands vont voter positif. Je parle pour les Verts, hein, que je connais bien. Mais on a tellement surfé sur la peur. Les gens sont tellement contents de pouvoir sortir. Ils vont voter ce certificat numérique européen. Voilà. Merci beaucoup, Michel, pour ces explications très claires, très complètes sur la situation actuelle, très factuelle. J'ai beaucoup aimé votre présentation qui se veut la plus objective possible. C'est un peu ce qu'on essaie de faire dans ce conseil scientifique indépendant. J'ai beaucoup de questions. On a la chance de vous avoir et je pense qu'on va peut-être essayer de discuter un petit peu avec vous. Moi, j'aurais une première question. Une fois que ce pass européen, une fois que ce pass sanitaire, quel que soit le nom, est voté par l'Europe, est-ce que la décision européenne va s'imposer à tous les membres? Alors, l'Angleterre, ça ne s'impose pas, bien sûr, ça ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais par exemple, si je prends l'exemple de l'Espagne, qui est près de chez moi, aujourd'hui, même si on est vacciné, la PCR est obligatoire pour entrer. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout dans le cadre, c'est des trois solutions du pass, c'est vaccin ou guéri ou PCR. L'Espagne impose la PCR pour l'instant, même si on est vacciné. Est-ce que le pass sanitaire, comme il est défini, comme vous nous l'avez défini, s'il est voté, s'imposera à tous les États membres? Si ce règlement passe, donc c'est le 9 qu'on le verra, eh bien, normalement, pour tout ce qui est déplacement au sein de l'Union européenne, il suffira soit d'avoir été vacciné, soit d'avoir un PCR négatif ou de prouver que vous avez eu le Covid. Et ça, c'est un règlement, c'est-à-dire que ça s'applique de suite. Vous voyez, il n'y a pas la transposition après dans les lois nationales. Mais maintenant, le tout, c'est que si un pays ne le respecte pas, et à l'heure actuelle, la quarantaine, c'est un non-respect, eh bien, il n'y a pas de sanction. Donc, en fait, les pays ont considéré ce règlement comme s'ils avaient le choix eux-mêmes de faire ce qu'ils veulent. Et normalement, non. Ça doit être, si vous voulez, un certificat de passage et de déplacement qui est homogène pour l'ensemble des pays européens. D'accord. Donc, si je comprends bien, la loi européenne, si elle est confirmée, votée le 9, elle s'imposera, mais finalement, les États feront ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont aucune sanction en face. Oui, mais ils seront obligés, par exemple, si on vous demande la vaccination plus le test, eh ben, c'est illégal par rapport au certificat. Il suffit d'un.
sachant que la vaccination, elle est un peu prioritaire, mais il suffit d'un quand même. D'accord. Est-ce que mes amis et confrères ont d'autres questions? Moi, j'en ai d'autres, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Moi, j'ai une réaction et une question. La réaction, d'abord, merci beaucoup de nous présenter ça, même si ça fait un peu froid dans le dos. En fait, ça plombe un peu le moral parce que on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ce rouleau compresseur? C'est ça ma deuxième question, quoi, en fait. Est-ce que les citoyens ont leur mot à dire à un moment ou un autre, ou est-ce on continue d'être dans un déni de démocratie à tous les étages, finalement, des multinationales du numérique et de la data qui décident de notre destin sanitaire? Ça paraît vraiment, on rentre dans une société qui est pas vraiment désirable, en fait, collectivement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, normalement, c'est voté à l'Assemblée nationale après et au Sénat. Et c'est peut-être là qu'on peut essayer d'influencer un peu le vote au niveau de l'Assemblée nationale. Mais j'ai bien peur, quand je vois l'organisation même, vous voyez, qui était avant la pandémie, que l'objectif quand même, c'est l'accès aux données médicales. Vous voyez, que ça soit le certificat de vaccination numérique. Alors, il y avait plein de gens qui s'opposaient à ça, mais ça, vous voyez, ça va, on y va droit. Et la protection des données, ça va être très compliqué. Donc, l'Europe est très sensible à la liberté, vous voyez, individuelle, mais je pense que plus ça va aller, plus ça va être très, très compliqué. Parce que même moi, en tant que députée européenne, je ne suis pas vaccinée. Eh bien, je suis obligée de faire 3 tests si je vais à Bruxelles. Parce que mes tests, si vous voulez, ça ne dure pas pendant 5 jours où j'y reste. Donc, il faut que j'en fasse un avant de partir, il faut que j'en fasse un pendant et il faut que j'en fasse un avant de rentrer en France. Donc, à la limite, ça pousse à ce que tous les gens se fassent vacciner, quoi. C'est quelque chose qu'on rencontre déjà, nous, dans notre clientèle. On a beaucoup de patients, par exemple, moi j'ai des patients dont le métier c'est de se déplacer en Europe parce qu'ils ont des clients ou des contacts et ils doivent aller 2 fois par semaine dans un pays européen et ils me disent, moi je ne vais pas me faire des PCR 4 fois, 6 fois par semaine, donc je vais me vacciner. La question qui se pose derrière, voilà, Michel, que je vois venir, alors vous me confirmerez si c'est bien le cas en Hollande parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est que la PCR va devenir payante. Tout à l'heure, vous disiez, on pousse vers la vaccination. Aujourd'hui, on a encore la liberté d'avoir une PCR comme vous le faites si on veut voyager et non pas le vaccin. Mais j'ai entendu dire que les PCR ne seraient plus gratuites, que c'était déjà le cas en Hollande, dans certains cas pour des étudiants en particulier, et que de fait, à la rentrée scolaire, si il faut avoir soit la vaccination, soit la PCR pour rentrer à la fac, et si la PCR est payante, ça va poser un autre problème d'inégalité et de liberté et évidemment inciter encore plus à la vaccination. Est-ce que vous avez des informations sur ce point? Mais pour les tests PCR, le Parlement a voulu que ça soit gratuit. Mais les États membres ont dit non, c'est une souveraineté nationale, puisque ça dépend de la sécurité sociale. Et donc, chaque État va faire ce qu'il veut. Alors, le Parlement a dit, écoutez, dans 4 mois, on revoit la copie parce qu'il faut que la Commission donne de l'argent au moins pour les étudiants, quoi, pour qu'ils puissent se déplacer parce que ça coûte très cher. Donc là, à l'heure actuelle, on va ajuster un peu l'outil des tests, mais ça sera sur une population ciblée. Ça ne sera pas sur l'ensemble des gens. Et s'il vous plaît, Michel, si les règlements nationaux sont incompatibles avec le règlement européen, qu'est-ce qui se passe? Parce que, par exemple, en France, j'ai compris que le pass sanitaire, il est fondé sur, quand on parle de rétablissement de la Covid, c'est sur une PCR qui a été positive et qui est ensuite négative, mais ça, c'est pas du tout dans le règlement européen, c'est pas dans le certificat européen. Donc, il va falloir modifier le pass sanitaire français. Alors, écoutez, sur l'histoire, si on a pris le Covid ou pas, ils n'ont pas élaboré des critères. Moi, les seuls critères que j'ai vus, c'était… Alors, ça y est dans mon… Il faut que je vous les retrouve, mais ce n'est pas très bien précisé.
Donc, après, ça sera un peu chaque État membre qui va préciser, ou alors ça va être précisé avant le 1er juillet. Mais pour l'instant, ça n'est pas vraiment. On sent qu'il y a à la fois le hold-up des données de santé, mais il y a aussi le hold-up des frontières, finalement, par des multinationales du médicament et de la data. C'est-à-dire que finalement, le principe régalien de la gestion de ces frontières disparaît sur des motifs sanitaires. En fait, on peut décider est-ce que vous avez le droit d'aller à l'abreuvoir, à la mangeoire, en Italie, en Espagne, sur un premier motif sanitaire qui est celui du Covid, mais qui ensuite, est-ce que c'est autre chose en fait? Vous avez eu telle ou telle maladie? Est-ce que vous êtes jaune, noir, bleu? Est-ce que vous avez telle ou telle préférence? On sent bien qu'il y a un vrai problème de biopouvoir qui rentre en jeu. Là, on rejoint toutes les notions qu'on a déjà abordées avec Jean-Dominique et Vincent autour de Giorgio Agamben ou des choses comme ça et de Hannah Arendt. Hein. Donc, pour moi, ça nécessiterait un coup d'arrêt immédiat par les populations et par les représentants de ces populations. Ça ne doit absolument pas rentrer là-dedans. De toute manière, j'ai confiance dans l'humain. Encore une fois, je suis quelqu'un d'optimiste. Je sens que le marché de la contrefaçon va faire florès. Ouais, mais je trouve que c'est un énorme risque. Ce qui est en train de se passer sur la protection des données personnelles, ça va être très, très compliqué. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai fait passer tous les exemples qu'il y a au niveau des États-Unis et comment tout ce qui est GAFAM, c'est mais vraiment empressé de proposer des solutions, ce n'est pas un hasard. Et alors, pour répondre à votre question tout à l'heure, pour le certificat de rétablissement, il faut avoir un test positif de plus de 12 jours et de moins de 6 mois. Voilà ce qui est marqué dans le certificat. Donc ça, c'est le test positif pour les anticorps. Hein. Ce texte, d'ailleurs, n'est pas si précis que ça, parce que j'avais lu exactement la même chose. Donc, ça voudrait dire que normalement, avec simplement la sérologie positive, comme on a une PCR positive, on a une sérologie positive, ça devrait suffire pour passer les frontières. Et est-ce qu'on est d'accord, Michel, qu'on n'a pas besoin d'être inscrit sur tous anti-Covid pour passer la frontière? Il suffit d'avoir le document papier, est-ce bien ça? Exactement. C'est pour ça qu'on a voulu absolument qu'il y ait la phase papier. Si vous avez le document comme quoi vous avez des anticorps, eh bien, ça suffit. Et vous pouvez vous déplacer. Pour ça, c'est important quand même. C'est très important. On incite tous les gens. Moi, je sais que tous les patients qui ont été malades, je leur fais faire des sérologies en ce moment pour qu'ils aient leur passe sanitaire pour tout l'été. Puisqu'il est valable 6 mois et c'est très important de rappeler ça à tout le monde. Si vous avez été malade ou si vous pensez avoir été malade, faites-vous faire une sérologie SARS-CoV-2 et si elle est positive, vous êtes tranquille pour 6 mois pour pouvoir aller où vous voulez. Donc, il n'y a pas que la vaccination. Bon, bien sûr, c'est uniquement pour ceux qui ont été malades, mais il y en a déjà pas mal en France et en Europe. Mais je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'il y a une inquiétude vis-à-vis de tous ces systèmes informatiques. On a dit en France qu'il y avait eu un grand manque de transparence sur les autorisations, comment on appelle ça, sur les appels d'offres concernant tous anti-Covid. Manifestement, on n'a pas respecté la loi en France, d'après ce que j'ai lu. Et on imagine effectivement que si tous les GAFA s'engouffrent dans ce domaine, c'est qu'il y a forcément des choses à gratter. Eric, est-ce que dans tes patients qui ont eu la Covid, quand tu fais une sérologie, elles sont toutes positives? Est-ce que tu as un petit peu de statistiques? Alors, c'est toujours pareil, hein, bien sûr, c'est aléatoire, ça dépend des gens, ça dépend depuis quand, mais j'ai beaucoup de positifs. Ma fille je viens de refaire la sérologie sur ma fille qui a fait son Covid il y a plus de 9 mois et elle a une sérologie parfaitement positive. Maintenant, on a aussi des gens qui ne le sont pas et même à court terme d'ailleurs. À court terme, en général, ils sont positifs, mais ce n'est pas systématique. Ça, c'est le piège un petit peu de cette sérologie. Et pour l'instant, Michel, si j'ai bien compris, on n'a pas la possibilité, par exemple, d'avoir un certificat médical comme quoi on a été malade. Il faut que la sérologie soit positive. Le certificat médical ne suffira pas. Alors ça implique une inégalité parce qu'il y a des gens qui vont faire des anticorps, il y a des gens qui ne vont pas en faire. En plus, il n'y a pas de corrélation prouvée biologiquement entre la présence d'anticorps et la protection. On sait très bien que la protection, elle est d'immunité cellulaire. Donc, au niveau biologique, c'est vraiment pas fondé du tout, cette histoire de rétablissement. De toute façon… Oui, mais ça nous arrange. Je suis d'accord avec vous, mais là, ça nous arrange. Parce que quelqu'un qui a eu le Covid et qui a des anticorps,
ben, vous voyez, il n'est pas obligé de se refaire vacciner et puis il n'est pas obligé de faire des tests. Et ça, c'est quand même important. Mais vous savez, c'est ce que je dis depuis le début, c'est quand même un certificat qui ne garantit pas la sécurité. Parce que vous pouvez être vacciné, mais vous pouvez transmettre le virus aussi, c'est pareil. Oui, Michel, je pense que c'est très important ça, parce qu'en fait, très souvent, on regarde les conséquences, on regarde est-ce que les données de santé, ça va poser problème vis-à-vis de la CNIL ou choses comme ça. Mais on questionne jamais les prémices même. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ce truc, quoi? Quel sens ça a, en fait? Est-ce que ça permet un tant soit peu d'endiguer l'épidémie? Il y a rien qui le démontre, en fait. Il y a rien qui ait démontré ça. Et donc, les prémices même sont faux, en fait. Et donc, toute la réflexion qui s'ensuit ne devrait même pas être posée. C'est comme si vous commencez une dissertation en ayant mal posé le problème, en fait. Mais vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que je dis à quoi ça sert. Et en fait, vous vous apercevez que ça ne sert qu'au niveau économique, que c'est pour faciliter le déplacement des gens. Et à l'origine, ça a été demandé par la Grèce, par l'Italie, par l'Espagne. Et en fait, ils ont dit, il faut absolument que les gens aient ce sentiment et la volonté de se déplacer pour aller faire du tourisme. Mais ça ne garantit pas, absolument pas, la propagation du virus. Alors, elle est diminuée quand même, mais c'est pas une garantie sécuritaire. Oui. C'est sûr. Beaucoup encore de questions dont nous aurons l'occasion de redébattre certainement dans d'autres soirées du CSI. Si vous êtes d'accord, nous allons passer à la deuxième intervention, celle de Laurent Mucchielli. Laurent Mucchielli qui est sociologue, qui tient des blogs qui sont absolument passionnants. Alors au départ, c'est surtout, si je ne me trompe pas, Laurent, autour de la sécurité, de la justice, et puis depuis 1 an et demi, beaucoup autour du coronavirus et de ses conséquences sociales, socio-culturelles et socio-économiques, on va dire. Et donc, j'avoue très sincèrement que j'ai oublié votre titre pour l'intervention de ce soir. Donc, vous allez nous le rappeler et peut-être à compléter la présentation très courte et très imprécise que je viens de faire de vous. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, pas de problème. Pour mon titre professionnel, je suis directeur de recherche au CNRS, donc ce que j'appelle le service public de la recherche, sans aucune forme de conflit d'intérêt de quel qu'il soit. Le titre, je ne sais plus, je crois que c'était la démocratie menacée par la gestion de l'épidémie ou quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, c'est une réflexion autour de la question démocratique. Voilà. Donc bonsoir à tous et toutes, merci beaucoup de cette nouvelle invitation. Comme j'aime dire ce que je pense en toute transparence et simplicité, je voudrais commencer par dire publiquement mon soutien à Louis Fouché, après l'article de Mars Actu Mediapart du 29 mai, donc il y a quelques jours. Dire que je trouve tout à fait odieux l'espèce de chasse aux sorcières à laquelle se livrent beaucoup de journalistes, en particulier dans les médias étiquetés à gauche politiquement, ce que je dis d'autant plus tranquillement que je suis moi-même un intellectuel de gauche. Nous vivons une époque où fleurissent des sectarismes en tout genre et ça m'inquiète énormément. Quant à l'espèce de diabolisation qui est derrière ça aussi, de toutes celles et ceux qui fréquentent de près ou de loin l'IHU de Marseille, je considère que c'est juste une honte morale et une misère intellectuelle dont je suis persuadé qu'elle finira par éclater au grand jour, mais que ça prendra du temps, beaucoup de temps, et que bien entendu beaucoup d'hypocrisie et de couardise seront mobilisés pour tenter d'en retarder la venue. Voilà, alors je vais vous dire ce soir à votre invitation, quelques mots d'un travail en cours, qui n'est pas du tout terminé, pour des livres individuels et collectifs qui s'écrivent peu à peu. Donc c'est du provisoire, qui appelle votre indulgence et du débat. Je suis évidemment preneur de toute critique qui me permettra de rendre mieux compte de la réalité, puisque c'est ça, le métier de chercheur, c'est d'essayer de rendre compte objectivement de la réalité. Alors sur ces aspects juridiques et politologiques de la gestion de la crise, j'ai bénéficié bien sûr depuis longtemps de la collaboration de plusieurs collègues et professionnels, le magistrat Clément Schuller, ma collègue Élise Carpentier, professeur de droit public à Aix-Marseille Université, un autre professeur de droit public à l'Université de Paris, Paul Cassia, qui tient un blog sur Mediapart tout à fait intéressant aussi. Et puis plus largement, vous vous souvenez
puisque plusieurs d'entre vous les ont signés, hein, des tribunes collectives que j'avais initiées au dernier trimestre de l'année 2020, signées par des centaines d'universitaires et de médecins. Et l'une de ces tribunes, publiée le 24 septembre 2020, qui avait été signée par 70 professeurs de droit, magistrats et avocats, rappelait que toute mesure restrictive des libertés doit être strictement proportionnée au danger qu'elle vise à contenir, sous peine d'illégalité. J'ai également publié le 6 décembre 2020 une tribune collective rédigée par un collectif citoyen en alerte, aussi sur ces questions de fonctionnement institutionnel et de démocratie. Alors, je vais commencer par une petite définition générale qui n'est pas théorique et abstraite, comme celle qu'on trouve un peu partout dans les manuels scolaires, au fond. Donc, ce sera un peu différent. La démocratie, à mes yeux, c'est, je dirais, un processus politique, historique, jamais terminé et jamais définitivement acquis, dans lesquels, premièrement, je dirais, les individus ordinaires défendent leur égalité de principe en tant que citoyens. Deuxièmement, défendent un ensemble de libertés individuelles et collectives. Et troisièmement, luttent contre toutes les formes d'oligarchie, c'est-à-dire d'accaparement du pouvoir de décision par un petit groupe particulier, quel qu'il soit. Et enfin, quatrièmement, dans lequel existe un ensemble d'institutions qui forment autant de contre-pouvoirs pour limiter celui de l'exécutif, quel qu'ait été son mode de désignation. Voilà la définition provisoire d'où je partirai. Alors, ce processus historique a connu et connaît encore, à mon sens, une crise grave depuis bientôt 1 an et demi, du fait non pas de la crise sanitaire en elle-même, mais de la gestion politique de cette crise, en France comme dans la majorité des pays du monde, mais la majorité, pas tous, pas du tout. Cette crise n'est pas inédite dans beaucoup de ses aspects. Je suis par ailleurs, vous venez de le rappeler, Eric, un spécialiste des questions de sécurité, et j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à maintes reprises avec beaucoup de mes collègues de sciences sociales ou juristes pourquoi la démocratie était régulièrement menacée par des moments de panique sécuritaire, au fond, dans lesquels on décrète soudainement des lois dites des états d'urgence, qui ont hélas tendance non pas à disparaître totalement par la suite, mais au contraire à être en partie intégrés dans le droit commun. C'est comme si, en fin de compte, on ne revenait jamais vraiment à la case départ. Voilà. Alors, je vais illustrer ce propos en rappelant un certain nombre de choses qui se sont produites et mises en place depuis à peu près 1 an et demi. La première autour donc de cet état d'urgence général, initié la première fois par la loi du 23 mars 2020, les confinements généraux de la population qui en ont résulté, puis les couvre-feux, c'est-à-dire toutes les mesures qui ont donc suspendu les libertés fondamentales, la plupart des libertés fondamentales, telles que la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté de culte, la liberté de manifestation, le droit d'entretenir librement des relations sociales, la liberté d'entreprendre, de commercer, la liberté de se déplacer, etc. Ce qui présente une nouveauté par rapport au précédent état d'urgence à motif sécuritaire qu'on avait pu rencontrer, puisque là, ça ne vise pas certains territoires en particulier, ou ça ne vise pas non plus à autoriser certains de pouvoirs de police exceptionnels, mais ça vise la totalité du territoire et de la population française. Et puis, deuxième caractéristique, ce n'est pas éphémère comme les précédents, mais durable, avec des espèces d'aller-retour, une espèce de jeu de stop and go, où le pouvoir exécutif fait en gros ce qu'il veut de nos libertés, au terme de ce que lui seul a défini comme une urgence absolue. La deuxième réflexion, c'est le fait que la démocratie, c'est fondamentalement la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'existence de contre-pouvoirs qui visent à faire en sorte que le pouvoir exécutif ne soit jamais libre de décider seul. Or, quels sont ces contre-pouvoirs aujourd'hui et comment est-ce qu'ils ont fonctionné depuis 1 an et demi ? Je trouve qu'on est d'abord frappé de constater que depuis mars 2020, première chose, c'est, à mon sens, l'absence ou l'extrême faiblesse de véritable contrôle juridictionnel de l'action du gouvernement. Dans une décision inédite du 26 mars 2020, le Conseil constitutionnel a, au fond, renoncé à exercer le contrôle de la loi au nom des circonstances particulières. De la même manière, le Conseil d'État a manifestement abdiqué tout véritable contrôle de légalité et de proportionnalité des décisions du pouvoir exécutif, comme l'ont montré par exemple la question du port obligatoire du masque pour les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Certaines décisions sont même étonnantes, voire un peu ubuesques, puisqu'on peut y lire à la fois des considérants, comme on dit juridiquement, qui rappelant que rien ne prouve finalement l'intérêt de la chose, ni en termes de maladie, de risque de maladie pour les enfants, ni en termes de contagiosité particulière, etc. Et dans le même texte, on va trouver un peu plus loin le fait que néanmoins la juridiction valide pleinement le texte du gouvernement.
ou encore des décisions dans lesquelles on reconnaît que, par exemple, certaines régions ne sont pas du tout concernées par les risques contagieux, tout en validant par ailleurs le fait que l'autorité préfectorale puisse y imposer exactement les mêmes mesures restrictives de liberté que partout ailleurs. Bon. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples plus ou moins ubuesques qui montrent au fond que ces autorités juridictionnelles ont en quelque sorte abdiqué temporairement leur rôle de contre-pouvoir démocratique. Ensuite, on est frappé également par l'extrême faiblesse du contre-pouvoir parlementaire. J'aurais pu le mettre en premier aussi, je ne mets pas d'ordre d'importance dans cette petite énumération analytique. Le gouvernement, on le sait, a imposé et impose encore une gestion de crise dans l'urgence, gouvernement par ordonnance, par des procédures accélérées, etc. Alors à nouveau, c'est pas la première fois. Le gouvernement profite après d'autres d'une constitution, celle de la Ve République, qui favorise la prééminence du pouvoir exécutif. C'est ce régime semi-présidentiel dont parlait jadis le constitutionnaliste Maurice Duverger. Mais ce gouvernement, on a poussé la logique, on peut dire, à l'extrême. Mais il faut dire aussi que, bien sûr, il a pu le faire d'autant plus facilement qu'il a profité d'un état de crise générale, au fond, de notre vie politique et parlementaire, marqué par la très grande faiblesse, la très grande dispersion et le caractère pour le moins timoré, pour ne pas dire plus, des oppositions politiques. Finalement, à l'exception de la France insoumise sur la question du Conseil de défense et quelques petites choses comme ça, on n'a pas vu véritablement d'opposition ou lorsqu'a été évoqué l'éventuel report d'élections ou choses comme ça, ou quelques levées de boucliers, mais donc uniquement sur des points extrêmement précis. Donc finalement, à mon sens, pas de vraie globale opposition demandant au pouvoir exécutif de se justifier sur l'ensemble de ses décisions et les plus importantes, ce qui serait pourtant juste normal en démocratie. Et je veux là aussi, pour dire ce que je pense, souligner en retour, au passage, que ceci évidemment met encore plus en valeur le courage et la force morale de quelques personnalités, comme Michel Rivasi, que nous venons d'entendre, comme aussi Martine Vonner, qu'on soit d'accord ou pas avec l'ensemble de ces prises de position. Voilà, je voulais dire que ce sont deux femmes poétiques que je trouve vraiment admirables à titre personnel. Et puis on est frappé enfin évidemment de la disparition pure et simple pour le coup de tout contre-pouvoir médiatique. Là aussi c'est pas nouveau, c'est juste une accentuation de choses qui se dessinaient. Les crises ne créent rien de nouveau, elles exacerbent des choses qui se préparaient. Donc pour celles et ceux qui croyaient encore que les médias pouvaient jouer un rôle de contre-pouvoir en démocratie, la crise du Covid a été Bérésina finale, un Waterloo irrémédiable, puisque en effet c'est même le contraire que nous avons observé, à savoir des médias qui quasiment tous, quelques micro-exceptions, se sont au contraire mis au service de la communication du pouvoir exécutif, devenant donc le contraire de ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire non pas du tout un contre-pouvoir soumettant systématiquement à vérification, mettant en œuvre des débats contradictoires, etc., mais au contraire, à l'inverse, faisant office de véritable caisse de résonance et de formidables outils au service de ce discours que l'on peut à certains égards qualifier de propagande. Je renvoie évidemment ici à l'analyse de ce que j'appelle la doxa du Covid et des mécanismes par lesquels ce système a fonctionné avec le concours par ailleurs des géants du numérique, Google et Facebook en tête. Nous en avons déjà parlé, donc j'y insiste évidemment pas davantage, mais juste pour dire que nous en subissons encore et toujours les effets, puisque loin de permettre une meilleure expression démocratique, comme c'était la promesse d'Internet et des réseaux sociaux au début, au tournant du XXe et du XXIe siècle, nous assistons et nous sommes directement victimes, nous-mêmes aujourd'hui, vous, Réinfo Covid aujourd'hui, de la censure, donc le contraire de l'organisation d'un débat contradictoire libre, la censure organisée, généralement de façon concertée, par ces médias et ces multinationales qui contrôlent les réseaux sociaux. Je vous laisserai éventuellement raconter tout à l'heure dans la discussion ce qui s'est encore passé ce soir. Je pense que c'est important que les gens le sachent. Voilà. Alors, le temps est compté, je n'ai évidemment pas le loisir de développer notamment les liens qu'il faut faire à mon sens, entre le contrôle sanitaire des individus et les technologies de contrôle et de surveillance des populations. Michel Rivasi vient d'en parler et le débat qu'on a commencé à esquisser ce sujet-là, il est à mon sens tout à fait important, voire majeur, et il faudrait vraiment le prolonger. J'en ai réellement pas le temps ce soir, mais je pense qu'on y reviendra, on sera amené à revenir dans le futur tellement il est crucial. Donc pour terminer, je voudrais dire deux choses qui me semblent également importantes et directement sur le sujet. La première, c'est que tout ceci n'a pas été que de l'ordre du discours, ni même de la mise en œuvre de mesures de privation de liberté.
Le gouvernement français a aussi organisé la répression de celles et ceux qui n'étaient pas d'accord ou même tout simplement qui ne comprenaient pas ces décisions. Alors, je pourrais illustrer ça de multiples manières. Encore une fois, le temps imparti est court, mais au moins rappeler et donner l'exemple des amendes pour infraction aux règles de l'état d'urgence, aux règles du confinement ou de couvre-feu. À ma connaissance, mais vous me direz si je me trompe, Michel Rivasi aura un point de vue, des connaissances sur beaucoup de pays que j'ai pas forcément, mais à ma connaissance, la France est le seul pays à avoir mis en place ce système d'attestation de sortie à présenter obligatoirement pour aller faire ses courses, pour aller travailler, pour amener ses enfants à l'école, pour aller faire du sport au maximum 1 heure dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez soi, etc. Même en Italie, par exemple, qui est un pays où il y a aussi des mesures extrêmement restrictives de liberté qui ont été prises, à ma connaissance, c'était uniquement pour justifier les déplacements pendant le couvre-feu, entre 22h et 5h du matin, par exemple. Vous vous en souvenez, une amende de 135 € était donc prévue, qui pouvait monter jusqu'à 1 500 € en cas de récidive dans les 15 jours, et même devenir un délit, et non plus une contravention, en termes de qualification juridique, cible de 3 750 € d'amende et 6 mois de prison, en cas de récidive à 3 reprises dans le même mois. Et ce qui est important à rappeler ici, c'est que ce ne sont pas ici des mesures symboliques. Le 21 avril 2021, donc il y a un peu moins d'1 mois et demi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que, au cours de l'année écoulée, mars 2020 à début avril 2021, les policiers et les gendarmes avaient dressé plus de 2,2 millions de contraventions de ce type. Il s'agit donc bien d'un véritable outil de coercition. Et comment s'est-il lui-même exercé ? Eh bien, suite au constat remonté du terrain par leurs adhérents, et après aussi l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme du 11 février, que je ne peux pas préciser ici, mais le 29 mars, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature ont publié une lettre ouverte qui est passée beaucoup trop inaperçue à mon sens, lettre ouverte au Premier ministre, dans laquelle ils réclament une amnistie générale des amendes Covid-19. Et pour motiver ceci, ils font état encore une fois de leur constat et de leur remontée de terrain, en avançant notamment les 5 arguments suivants qui sont tout à fait intéressants. Premièrement, le fait que certaines de ces amendes ont été distribuées de façon illégale par des policiers municipaux, alors qu'ils n'en ont pas la qualification. Deuxièmement, que de nombreuses amendes ont été dressées par des excès de zèle de policiers et de gendarmes, et dans le grand flou qui a entouré ces dérogations. Ils nous en donnent beaucoup d'exemples extrêmement concrets, la façon dont on avait coché une ou plusieurs cases, l'heure précise qu'on avait mise dessous, le fait qu'on ait plus ou moins bien recopié le formulaire officiel si on l'a fait sur papier. Bref, vraiment, des détails de ce niveau-là ont pu faire l'objet de verbalisation. Troisième constat, le fait que les attestations officielles prévues sur le site internet du ministère de l'Intérieur ne reprenaient pas tous les cas de déplacement dérogatoire, notamment par exemple la possibilité de se rendre à une manifestation. On n'avait même pas prévu la chose tellement ça paraissait aberrant à certains, qu'on ait encore le droit de manifester quelque chose. Quatrièmement, le fait que ces amendes ont fréquemment été détournées de leur objectif officiel pour devenir en réalité, dans les mains des policiers, des armes pour punir leur public cible habituel, en particulier, disons-le, les jeunes d'origine maghrébine ou africaine subsaharienne habitant les quartiers pauvres, devenant ainsi, en réalité, une pratique discriminatoire. Et cinquièmement, pour l'anecdote, mais réelle elle aussi, et pour montrer jusqu'où pouvait aller l'ubuesque, on a même constaté des cas de verbalisation de personnes sans abri, sans domicile fixe, pour non-respect d'obligation de rester confiné chez soi. Alors, je voudrais conclure avec quelques petites réflexions sur ce pays, mon pays, la France, qui se présente encore parfois, notamment vis-à-vis de l'étranger, comme le pays des libertés, en se demandant à l'inverse, sérieusement, sans être pris de provocation ou particulier, sérieusement, si depuis 1 an et demi, la France n'a pas été au contraire le pays de la privation des libertés. Et pour cela, il faut commencer par contester résolument un argument politique très souvent entendu et qu'on entendra, je pense, aussi de plus en plus lorsqu'on passera aux révisions, et que certains seront amenés à justifier des choses qui se révéleront de plus en plus avoir été inutiles, contre-productives, ubuesques, etc. C'est l'argument du, au fond,
on est désolé, mais on pouvait pas faire autrement. Et puis tout le monde a plus ou moins fait ça. Cet argument est faux. L'exemple de la Suède le montre bien, puisque à peu près aucune de ces restrictions de liberté n'ont été imposées, avec au final exactement les mêmes résultats sanitaires. Et il y a d'autres exemples. Il n'y a pas que la Suède. Jean-Dominique Michel, ici présent, pourrait parler de la Suisse, qui n'a jamais imposé de confinement général. On pourrait parler des grandes différences avec d'autres pays. Les Pays-Bas, pour qui le masque à 13 ans seulement et uniquement dans les lieux clos ou transports en commun, pas dans la rue. L'Allemagne, pendant de très nombreux mois. Le Danemark, etc. et bien d'autres. Sur quasiment tout, la France en réalité a été le pays d'Europe de l'Ouest le plus restrictif, me semble-t-il, en termes de privation de liberté privée et publique. Cérémonies religieuses, enterrements, mariages, ouverture de commerce, lieux culturels, bars et restaurants, horaires, des couvre-feux, etc., quand on va voir vraiment le détail. J'ai même l'impression, au terme de mes investigations provisoires, que à l'échelle européenne globale, et je parle même pas ici des 27 pays de l'Union européenne, mais bien des 51 pays du continent européen, il me semble que ce diagnostic se confirme. Il existe un programme de recherche qui s'appelle COVID-19 Government Response Tracker de l'Université d'Oxford, qu'on peut trouver très facilement quelques clics en ligne, et ses collègues ont construit notamment un indice de sévérité des politiques publiques à l'échelle mondiale. Et je précise bien que ces collègues ne sont pas suspects d'anticonformisme ou de complotisme, puisque pour eux, plus les pays sont sévères, plus ils sont contents. C'est très clair dans certains articles qu'ont publiés les principaux animateurs. Donc, pas du tout suspect, vous voyez, de chercher à critiquer que ce soit, ils s'en félicitent. Et ben, quand on regarde ce classement mondial au fond, eh bien, on y constate que dès le départ, printemps 2020, la France se situe en tête du palmarès avec dans leur score 88 sur 100, c'est-à-dire au même niveau que 5 ou 6 autres pays qui sont les pays qui ont été les plus privatifs de liberté. L'Ukraine, l'Irlande, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie et la Roumanie. Finalement, il y a que l'île de Chypre, très particulier, qui les devance un tout petit peu dans ce classement, devant tous les autres. Il me semble aussi que la France a été si ce n'est la championne de ce qu'à mon sens on peut appeler l'hystérie bureaucratique ou l'hystérie réglementaire. Disons les choses de manière simple et claire, il y a des gens à Paris, parce que c'est comme ça qu'en France, un pays ultra centralisé, des gens à Paris qui s'amusent, entre guillemets, à changer au fond les règles tout le temps, avec pour résultat, disons les choses, le fait que personne ne comprend plus rien, c'est-à-dire ne sait à un moment donné quelles sont précisément toutes les règles en vigueur. Comme l'a noté le magistrat Clément Schuller du syndicat de la magistrature, donc, que j'ai déjà cité tout à l'heure, et je le cite, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires à faire pour l'épidémie, etc., a connu en un an, que dis-je en un an, a connu en 6 mois, jusqu'au début du mois d'avril 2020, 38 modifications, soit une modification tous les 4 jours en moyenne. C'est pas pour rien, je pèse mes mots quand je parle d'hystérie bureaucratique ou d'hystérie réglementaire. Une modification tous les 4 jours. Je vous invite aussi, dans le même état d'esprit, dans le même ordre d'idée, à aller lire sur le site de Légifrance le décret du 1er juin 2021, avant-hier, qui vient de sortir, prescrivant désormais des mesures générales à la sortie de crise. Faites l'expérience, je l'ai faite ce matin, d'essayer de lire et de comprendre ce décret, puis on en discutera, si vous voulez, la prochaine fois. Pour moi, il est totalement illisible et incompréhensible. Voilà. Alors, tout ceci, ce sont mes derniers mots. Laurent, peut-être si vous voulez conclure, oui. pour essayer de garder un peu de temps pour la troisième intervention. Ce sont mes derniers mots. Tout ceci a organisé, à mon sens, depuis 1 an et demi, une forme d'infantilisation générale des citoyens et leur soumission intégrale et obligatoire, sous peine de coercition, à ce que ces bureaucrates, réglementateurs en série, ont décidé, au fond, sans aucune forme de contre-pouvoir, c'est-à-dire sans aucune forme d'obligation pour eux-mêmes de mettre à minima en discussion, voire en potentielle révision, amendement ou rejet, leur projet. Et cette situation constitue, à mon sens, une menace pour la bonne santé de notre démocratie, et je crois essentiel que des collectifs citoyens comme le vôtre s'en préoccupent, que l'on soit encore une fois d'accord ou non avec toutes les personnes et toutes les idées qui s'y expriment. Pardon d'avoir été un petit peu long. Non, vous n'étiez pas du tout long, même on pourrait vous écouter encore longtemps. Effectivement, je pense qu'on aura l'occasion malheureusement de reparler de ce sujet et de vous réinviter pour
la suite de ces mésaventures. Merci beaucoup pour vos propos, pour vos réflexions qui sont à la fois posées, qui sont jamais agressives, toujours très cohérentes, toujours très factuelles, et vraiment c'est très agréable. Malheureusement, c'est aussi très, très inquiétant. Alors, vous m'avez volé ma conclusion. J'allais vous dire, effectivement, on a infantilisé la population avec ces règles. Moi, j'ai toujours trouvé qu'on avait la devise, une des plus belles devises du monde, liberté, égalité, fraternité. Et je trouve, vous avez cité la liberté tout à l'heure, mais l'égalité aussi, et que dire de la fraternité quand on voit la violence actuelle, cette devise est bafouée au quotidien. Certains vont même jusqu'à dire que non seulement on n'est plus dans un pays démocratique, la démocratie française qui était que tout le monde nous enviait, et certains ont même parlé de société totalitaire. Est-ce que ce mot vous paraît trop fort? Vous avez cité les pays qui étaient les plus en tête dans les règles coercitives. Vous n'avez pas cité la Chine. Quand on parle d'État totalitaire, on parle souvent de la Chine. Et finalement, paradoxalement, j'ai l'impression que la Chine n'est pas dans l'étude que vous avez citée. Oui, alors, je pense que tant d'un point de vue de description objective que d'un point de vue stratégique ou rhétorique, je pense pas utile ni productif de prononcer des trop grands mots, si vous voulez, de manière générale. J'applique ça dans mon travail de manière absolument générale. Voilà, je pense que c'est ni utile d'un point de vue empirique, descriptif, ni utile d'un point de vue stratégique ou rhétorique. Ça ne peut que faire dresser les oreilles, ça peut créer des épouvantails et permettre à des positions adverses ou à des gens qui voudraient délégitimer ce que vous dites, de simplifier les choses en disant qu'on exagère, qu'on raconte n'importe quoi, etc. Néanmoins, ce qui est tout à fait certain, et c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux prendre les choses de manière empirique, pragmatique, et juste d'accumuler et de faire des comparaisons. Ce qui est tout à fait certain, c'est que, à mon sens, beaucoup de gens en France se payent de mots en se racontant toujours la jolie histoire de nous sommes une magnifique démocratie comparée à l'épouvantail horrible chinois. Voilà. Et je pense que à l'occasion de cette crise, et notamment en lien avec les questions de surveillance technologique des populations qu'évoquait Michel Rivasi, la discussion de tout à l'heure, et sur lequel j'aurais beaucoup de couches à rajouter aussi, je pense que c'est au fond par ces moyens-là, hein, les moments qui sont qui sont le talon d'Achille des démocraties, hein, qui sont les émotions politiques et régulièrement ces moments où on suspend en réalité la démocratie sous prétexte d'une urgence ou d'une autre. Le sécuritaire d'habitude, le sanitaire désormais, sont le véritable talon d'Achille des démocraties. Et si un jour, c'est pour ça que dès le début, vous voyez, j'adopte une définition qui est à la fois historique, poétologique, qui montre bien qu'on est face à des processus en construction qui ne sont, je le dis tout de suite, jamais acquis. Jamais acquis. On peut imaginer des moments de panique du même type, répétitifs, voire plus forts encore, qui nous amèneraient à renoncer encore plus à certains et à nous ressembler encore plus inversement à cet épouvantail chinois dont malheureusement à beaucoup d'égards, subrepticement, par petites touches, et notamment aussi du fait du contrôle exercé par les technologies, nous nous rapprochons à beaucoup d'égards. Oui, je vous remercie. J'ai vraiment la même position et je pense qu'il faut se méfier des mots trop forts. J'ai voulu vous interpeller sur ce terme de totalitarisme un peu trop utilisé, je trouve, actuellement, mais on est face à un danger. La parole est au centre. Qui veut intervenir, rebondir? Michel, Louis, Jean-Dominique? Très volontiers. Merci Laurent pour ce magnifique exposé. Moi, je mets vraiment en lien ce que Michel Rivasi nous a présenté avant, parce que c'est extraordinaire. On est en train d'analyser les détails de quelque chose qui ne devrait même pas exister. Le fait de devoir produire sa sérologie pour savoir si on doit passer une frontière, c'est juste une hérésie pour un virus avec la morbidité et la mortalité du SARS-CoV-2. C'est juste complètement invraisemblable. Les États-Unis, d'ailleurs, j'ai l'impression, tiennent beaucoup mieux que nous sur les droits fondamentaux. Et puis la question du totalitarisme, alors effectivement, il ne faut pas prétendre qu'on est déjà en dictature, mais on voit quand même cette cavalcade vers une pensée unique, vers un effacement de toute contradiction et de toute pensée complexe qui est caractéristique du totalitarisme. Et moi qui ne vis pas très loin de l'Allemagne, je me rappelle quand même que tout l'argumentaire de la dérive nationale-socialiste, c'était pour la sécurité du peuple allemand. Donc l'argument sécuritaire, c'est vrai qu'il est extraordinairement fort, parce que c'est comme s'il n'avait pas
de résistance dans le cerveau des gens qui, dès lors qu'on présentait une mesure comme étant efficace à leur sécurité, ben, ma foi, comment est-ce qu'il est possible d'être contre? Mais là, la dérive dans laquelle on est en Europe et on est en train de brader les droits fondamentaux et constitutionnels d'une manière mais absolument choquante de mon point de vue. Oui, je pourrais partager un petit peu les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat, beaucoup de personnes qui sont très actives, beaucoup de révoltes, de colère contre la vaccination, contre le pass sanitaire, beaucoup de personnes qui sont opposées à la vaccination des enfants, avec des réactions parfois très fortes. Aussi, beaucoup d'informations sur ce qu'on a pris sur la réaction de l'Académie de médecine qui voudrait rendre le vaccin obligatoire. On parle de notion d'Ausweis qui rappelle quand même de mauvais souvenirs. Puis beaucoup de personnes qui se disent comment on va faire avec les enfants. D'autres, certains qui disent est-ce qu'on peut pas faire de certificat de contre-indication. D'autres, est-ce qu'on peut faire des faux. On voit bien que d'autres disent qu'il faut aller dans la rue, que ce soit la révolte. On voit bien que ce pass sanitaire et cette vaccination obligatoire qui se profile déclenche énormément de réactions. Et en même temps, je vous dis à tous que pour tous les gens qui nous écoutent, le CSI, c'est vraiment leur lieu de référence. C'est vraiment l'ouverture qui permet de leur donner des informations et on n'arrête pas d'avoir de remerciements. Voilà, certains pensent aussi à Serge Rader, qui est décédé. Certains s'interrogent aussi sur ce fameux problème de la protéine spike que le professeur Bridle donne comme étant la véritable toxicité, c'est-à-dire que les vaccinés seraient dangereux pour les autres puisqu'ils dissémineraient la protéine spike et seraient des usines à toxiques. Voilà, beaucoup de réactions de cet ordre-là. Et aussi une réaction sur la Norvège qui finalement semblerait avoir fait la même chose que la Suède et qui n'a pas de mauvais résultats, alors qu'ils ont fait la même chose que la Suède. Et effectivement, le mot dictature est là pour beaucoup et effectivement, comme dit Jean-Dominique, pourquoi on vient arriver des choses comme ça? Comment aurait-on pu imaginer une chose pareille? Voilà, les réactions dans le chat. Merci. Louis? Ton micro, Louis. Il me semble qu'il y a assez régulièrement dans l'histoire, ça ne répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Et en fait, dans la déliquescence, dans l'effilochement du tissu social, il y a une tentation à se raidir autour de ce qui reste, de ce à quoi on pourrait se cramponner pour essayer encore de former un nous. Et une des choses qui est faite assez régulièrement, c'est la désignation de l'ennemi, la désignation de la victime émissaire. Et aujourd'hui, une grande partie de la doxa dominante, c'est de dire que quel que soit ce que vous pensez qui n'est pas conforme, et quel que soit le champ dans lequel vous pensez, hein, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit sanitaire, finalement, vous êtes un ennemi du système. Et à ce titre, je pense qu'il y a quelques stigmates, effectivement, d'un risque vers une dérive. J'en ai largement parlé déjà dans plusieurs médias, hein, de ce déferlement progressif, de ces vagues successives les unes derrière les autres de déni de démocratie progressive, et notamment cette fabrication de l'ennemi, voilà, qui a déjà été montrée de manière magistrale par George Orwell en 1984, et qu'on retrouve là, en fait, dans tous les médias. On est en train de fabriquer des ennemis. Merci. Michel, est-ce que vous vouliez dire un petit mot si vous êtes là? Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Laurent parce que je le vis, moi, à titre personnel. Si vous voulez, en tant que député, on est complètement mis à l'écart. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup de règlements d'urgence, c'est-à-dire qu'on ne met pas tout le système ou sur n'importe quel texte, on peut discuter avec des groupes politiques et on prend du temps pour faire des résolutions, pour faire des règlements ou des directives. Tout ça, ça a sauté. Quand je parlais l'autre fois de l'accès, par exemple, au contrat des vaccins, ça nous est complètement maintenant, on n'a plus accès à tout ça. C'est-à-dire qu'on vote le budget, mais on n'a pas la distribution du budget suivant les labos. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Est-ce qu'ils l'ont mis dans la recherche et développement? Est-ce qu'ils l'ont mis dans la production? On n'en sait rien. Et à l'heure actuelle, ils veulent faire passer maintenant, ils vont créer une nouvelle agence qu'on appelle HERA. Eh bien, c'est pareil, c'est des partenariats publics-privés. On va lancer énormément d'argent, alors sur d'autres vaccins à ARN messager ou sur même des traitements.
on ne nous donne pas le nom des traitements où on va mettre l'argent. Enfin, j'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu comment on détourne l'aspect démocratique et l'aspect débat, qui est quand même le rôle du Parlement. Et puis, le deuxième aspect que je voudrais dire, c'est sur les médias. Parce que dès que vous pensez un peu différemment, eh bien, les médias classiques, que ce soit France Info, France Inter, France 2, France 3, tout ça, vous êtes exclus. Parce qu'il faut que le discours soit homogène. S'il y a des gens qui commencent à poser des questions, ben vous êtes exclus de ces médias-là. Et alors, qui reste comme médias? Ben, c'est des médias soit financés par Poutine, soit des médias d'extrême droite. Et c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous exprimer parce que vous n'avez pas envie d'être catalogué extrême droite ou pro-Poutine. Et donc, je trouve ça très, très alarmant. Et alors, quand je parle des citoyens, alors les citoyens sont complètement infantilisés et on se sert de cette mesure d'urgence qui a été votée pour dire, eh bien, on passe en force. Eh bien, à tous les niveaux, on le voit à l'heure actuelle. Mais alors, ce qui est le plus dramatique, c'est que si les députés réagissaient à ça, mais ils sont tellement soumis à la peur liée au Covid qu'ils disent, bon, ben, on ne va pas réagir, même si toutes les normes ne sont pas respectées, on va accepter ce qu'on nous soumet. Et ça, c'est ça qui est grave. C'est l'espèce de soumission des gens en fonction de leur boulot qui ne devraient jamais accepter. Parce que c'est le début de la fin, ça. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites et ce qu'avait dit Laurent au sujet des policiers et puis de la folie de l'hystérie administrative dont Laurent a parlé. Tout à fait. Effectivement, on peut se dire que face à un déferlement totalitaire potentiel, il risque d'y avoir un déferlement de violence en face. C'est-à-dire une réaction, puisque je n'ai aucun pouvoir, puisque je n'ai plus rien à gagner dans ce système, j'ai aussi plus rien à perdre. Et donc voilà. Sauf que on a déjà vu que la répression a été extrêmement brutale pour les gilets jaunes. Certains ont perdu des yeux, des mains, ont été voilà. Alors même que l'intention paraissait très juste initialement. Et donc la question que peuvent se poser les gens là pour sortir un peu du marasme et puis finalement on vous donne un cadre d'intelligibilité qui est extrêmement inquiétant quelque part, qui vous dit mais il y a quelque chose qui se passe réellement là. Et la question que vous devez vous poser en termes de citoyenneté, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Michel Rivasi le fait, nous tous qui sommes là le faisons, et on est dans un moment de nécessité de réempuissantement pour chacun. Et si le monde numérique prend doucement le pouvoir sur la démocratie, ben je crois qu'il faut tenir le terrain du monde numérique dans des manifestations numériques. Certains ont peut-être déjà vu le fait que des petits porteurs se sont groupés sur Wall Street et ont réussi à faire tomber des géants de Wall Street. Certains ont peut-être déjà vu que des manifestations numériques ont empêché certaines choses d'arriver. Donc, je crois qu'il faut investir aussi ce champ-là, peut-être aussi celui de la rue, je n'en sais rien. En tout cas, vous savez qu'à InfoCovid, on pense qu'il y a une troisième voie qui est celle de la non-violence, celle du boycott et du boycott. Et que si on est dans un système plutocratique, comme certains l'ont dit là, finalement, travailler sur ce que c'est que l'outil monétaire et qu'est-ce que c'est que la puissance de l'argent, à quoi il sert, et boycotter en fait les structures qu'on nous propose, c'est-à-dire accepter de boycotter le voyage pendant un certain temps si on nous soumet un pass vaccinal, finalement est extrêmement efficace. Vous vous souvenez que Rosa Parks, les bus de la ségrégation n'ont pas été arrêtés par l'État, ils ont été arrêtés par les compagnies de bus eux-mêmes, parce que finalement elles perdaient trop d'argent à partir du moment où les personnes afro-américaines ne prenaient plus l'autobus, quoi. Et donc elles ont demandé à l'État d'arrêter ce système de la ségrégation. Oui, merci à tous. Merci Louis. Je pense qu'effectivement, la priorité, c'est de lutter contre la pensée unique dont on a parlé parce qu'elle est vraiment destructive et elle ne nous permet pas de nous réunir. Nous sommes forts de notre multitude, nous sommes forts, nous sommes forts de notre diversité. Et je crois que c'est très important qu'on accepte cette diversité. On peut avoir des avis différents, heureusement. On peut voir les choses différemment. L'important, c'est qu'on essaie d'avancer ensemble et qui est moins, effectivement, disons qu'on essaie de retrouver une forme de démocratie. Est-ce que ça passera par les votes dans les prochaines élections? J'en suis pas sûr. Est-ce que ça passera, comme tu l'as dit, par
l'information que nous allons faire circuler. Et on remercie tous les internautes de pouvoir partager nos vidéos. Il faut aussi, c'est très important, essayer de transporter, de diffuser une information la plus objective possible, qu'elle ne soit pas violente, qu'elle ne soit pas agressive. On n'est pas là pour être contre, on essaie de trouver des solutions pour. Michel vient de parler de la peur des députés face au Covid. Moi, je suis désespéré quand j'entends ça. Je pensais qu'ils étaient tous pour les règles sanitaires parce que on leur disait de voter comme ça parce qu'ils font partie d'un parti et que la règle veut qu'on soutienne son parti. Mais si c'est pour des raisons de peur, c'est dramatique parce que franchement, moi, autour de moi, mes patients, mes amis, mes proches, on n'a absolument pas peur parce qu'on sait que c'est une maladie qui se soigne. Je le répète à chaque fois que je prends la parole, j'ai 0 décès, une seule hospitalisation. On est des centaines de médecins à avoir la même expérience. C'est une maladie qui n'est pas bénigne. On peut avoir des formes assez cognées. Ça se soigne très bien à la maison à condition que les gens prennent des traitements, se soignent, ne restent pas seuls, isolés. Ça, c'est très, très important. Et la peur doit s'éloigner. La peur doit s'éloigner. Bon, voilà. Je ne sais pas si d'autres veulent prendre la parole. Sinon, on va passer la parole parce que le temps passe à Hélène. Alors, parmi les choix que nous avons à faire, il y a encore le choix de la vaccination. Elle n'est pas encore obligatoire. Hélène va nous parler de la vaccination chez les femmes enceintes, qui, comme chez les enfants, est quelque chose qui pose un vrai problème, à la fois scientifique, mais aussi éthique. Et je crois qu'on a intérêt à faire remonter un petit peu toutes ces réflexions au-delà de la science sur l'éthique. C'est un peu finalement ce que nous ont raconté aujourd'hui Michel Rivasi et Laurent Mucchielli. Il y a des questions philosophiques, il y a des questions éthiques. Hélène, donc je te laisse te présenter. Tu es un pilier du CSI, donc je ne vais pas prendre plus de temps et je te passe la parole pour cette intervention sur la vaccination et les femmes enceintes. Bonsoir, donc moi je suis Hélène Banoud, membre du CSI, je suis pharmacien biologiste. Alors Eric au début a dit que je suis virologue, il a un peu exagéré, c'est vrai que je viens de publier un article de virologie, une revue de la littérature, donc j'ai un petit peu le droit de parler de virus, voilà. Alors moi je vais vous parler, je vais essayer de répondre à la question, faut-il vacciner les femmes enceintes? Et pour ça, pour répondre à cette question, on va prendre le rapport du bénéfice-risque du vaccin. Diapo suivante, voilà. Est-ce que le vaccin, déjà, je vous fais un petit résumé de ce que je vais dire, comme ça, pour les personnes qui n'ont malheureusement pas le temps d'écouter, je vais être brève. Est-ce que les vaccins sont efficaces contre une maladie qui serait potentiellement dangereuse pour les femmes enceintes? Alors, au niveau de l'efficacité, elle n'a pas été démontrée, puisque les femmes enceintes ont été exclues des essais cliniques. D'autre part, est-ce que cette maladie est vraiment dangereuse pour les femmes enceintes? Il semble que le fait d'être enceinte ne semble pas être un facteur de risque pour la Covid-19, c'est-à-dire pour les femmes qui n'ont pas d'autres facteurs de risque qui sont dans la population générale, comme l'obésité, le diabète et l'hypertension. Et il faut noter que la létalité chez les femmes enceintes atteintes de Covid-19 a été calculée à 0,02%, décès toute cause, c'est-à-dire chez les femmes qui ont été diagnostiquées Covid, il y a 0,02% de décès, ce qui est certainement surestimé puisque on ne compte pas dedans les femmes qui ont eu la Covid en étant asymptomatiques et non diagnostiquées. Donc ça, ce serait pour les bénéfices du vaccin. Pour les risques du vaccin, spécialement, je vais vous parler principalement des risques chez les femmes enceintes spécialement, mais il faut aussi noter que chez les femmes enceintes et les femmes non enceintes, donc en âge de procréer, ce sont des jeunes femmes. Et donc, on a noté une modification des cycles menstruels après la vaccination contre la Covid. Et les jeunes femmes sont aussi susceptibles de faire des myocardites ou des thromboses, comme on a noté dans les effets secondaires chez les jeunes. Alors, on va passer... Oui, voilà. Pardon, oui, c'était bon, là. C'était bon, la bonne diapo, oui. Quels sont donc les effets indésirables chez les femmes enceintes? Il y a une étude post-commercialisation, c'est-à-dire après la mise en vente du vaccin, qui recense les effets indésirables des vaccins Covid chez les femmes enceintes et elle ne permet pas d'exclure une augmentation des fausses couches après vaccination. Ça, c'est très important. C'est le principal effet indésirable qui est rapporté par les femmes enceintes. C'est la fausse couche donc en début de grossesse.
Et donc, comme je l'ai dit, les myocardites et les thromboses. Alors, donc, la conclusion, c'est, que je répéterai ensuite, c'est, au vu de ces données, le rapport bénéfice-risque n'est pas favorable pour les femmes enceintes en général, sauf pour celles qui ont des facteurs de risque, c'est à rediscuter, et celles qui ont plus de 35 ans. Donc, les médecins et les sages-femmes, qui sont autorisés maintenant à vacciner, doivent évaluer le rapport bénéfice-risque au cas par cas sur chaque personne. Et en cela, ils ne sont pas aidés justement par les autorités, que ce soit la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de la Santé ou la NSM. Nous allons voir qu'elles ont des injonctions contradictoires. Sur la prochaine diapo, on va voir la HAS, la Haute Autorité de Santé. Elle recommande de vacciner les femmes enceintes de plus de 35 ans, ou celles qui présentent des comorbidités, ou celles qui sont, d'après leur activité, en contact avec des personnes infectées. Et elle désigne les femmes enceintes à partir du second trimestre comme cible vaccinale, cible entre guillemets, avec les vaccins Pfizer et Moderna. Sur la diapo suivante, on va voir que la DGS, la Direction Générale de la Santé, elle élargit les compétences vaccinales chez les sages-femmes et elle les autorise à prescrire ce coup-ci l'AstraZeneca, sans préciser les comorbidités, l'âge. Voilà. Ensuite, la diapo suivante, on va voir que l'ANSM, elle, de son côté, elle recommande de vacciner les femmes enceintes avec des comorbidités, c'est-à-dire surpoids, hypertension, diabète, et surtout au 3e trimestre de la grossesse. Et l'ANSM est en train de lancer une étude de cohorte. Donc, après la mise en circulation du vaccin, on va se poser la question, qu'est-ce que fait le vaccin sur les femmes enceintes? Sur la diapo suivante, je vais vous parler, voilà, de comment on peut dire que la maladie Covid n'est pas si grave que ça en général chez les femmes enceintes. Il y a une méta-analyse de 192 études qui est parue, qui a donc conclu à la létalité de 0,02%. Et sur la prochaine diapo, on va voir que ce sont surtout la grossesse n'est pas un facteur de risque pour les femmes enceintes. Alors, on voit pas bien, c'est un peu petit, voilà. C'est-à-dire qu'il y a 2 comparaisons qui sont faites dans cette étude entre les femmes enceintes avec la Covid et les femmes non enceintes avec la Covid. Et si vous grossissez, vous verrez que les femmes enceintes avec Covid meurent moins que les femmes enceintes, que les femmes non enceintes avec Covid. Il y a un tout petit peu plus d'admission en soins intensifs, mais c'est une très faible différence et qui est peut-être due à un biais de recrutement, puisque les médecins ont tendance à quand même mettre plus facilement les femmes en soins intensifs si elles sont enceintes. Et ensuite, je pense que sur la diapo suivante, c'est séparé les deux. Ah non, pardon, la diapo précédente. Hein. Diapo précédente, voilà. Et ensuite, il y a une autre comparaison entre les femmes enceintes avec Covid et les femmes enceintes sans Covid. Et là, on voit que les femmes enceintes qui ont la Covid, oui, en effet, c'est plus dangereux. Mais la conclusion de cette étude, c'est que ce n'est pas la grossesse qui est un facteur de risque, c'est les facteurs de risque qu'on retrouve dans la population générale, diabète, hypertension, problèmes cardiovasculaires, obésité. Voilà. Et diapo suivante, une belle étude de Singapour qui est parue après cette étude-là vient confirmer ceci, c'est-à-dire la faible gravité, la faible probabilité de transmission de la mère à l'enfant, qui est liée au fait qu'il y a un passage important d'anticorps et certainement d'autres facteurs protecteurs transplacentaires de la mère à l'enfant. Ensuite, donc, nous avons établi d'après ces études que la maladie Covid n'est pas si grave que ça. Nous allons voir quels bénéfices peuvent apporter les vaccins. Donc, voilà, non, pardon, j'ai oublié de parler de ça. Donc ça, la modification des cycles menstruels a été remarquée par différentes jeunes femmes, en particulier des chercheurs, des chercheuses, qui ont du coup lancé une enquête formelle et qui ont beaucoup de réponses positives de modification du cycle menstruel chez les jeunes femmes. Donc c'est pas spécifiquement les femmes enceintes, mais c'est les femmes en âge de procréer. Ensuite, que nous disent les essais cliniques sur les vaccins? Diapo suivante, donc. Donc on va se fonder sur une étude post-commercialisation qui a été publiée par des scientifiques du CDC américain, dont certains ont des actions chez les fabricants de vaccins. Cette étude ne permet pas, pour l'instant, d'exclure une augmentation des fausses couches après vaccination. On va voir pourquoi sur la diapo suivante. Parce que, en effet, tout le monde, enfin,
excusez-moi, pas tout le monde, mais de nombreux scientifiques ont remarqué qu'il y a quelque chose de très bizarre dans cette étude. Il y a un calcul qui est fait entre les femmes qui ont fait des fausses couches après vaccination. Alors, je vous rappelle que la vaccination a commencé fin décembre 2020. Cette étude est parue en avril 2021. Donc, les femmes qui ont été vaccinées au début de leur grossesse ne sont pas arrivées à terme de grossesse. Donc, on ne peut pas savoir vraiment combien de fausses couches il y a eu, puisqu'elles n'ont pas toutes forcément déclaré. Et donc, ils nous font un rapport entre les fausses couches avant 20 semaines sur les grossesses menées à terme. Mais c'est impossible de faire ce rapport-là, puisque une fausse couche, par définition, elle arrive avant 20 semaines, et la majorité des femmes qui ont été vaccinées dans la vaccination en Europe, dans le monde entier, l'ont été principalement après 28 semaines. Donc, ce pourcentage qui est dans cette étude est complètement, excusez-moi, bidon. Ça n'aurait même pas dû paraître. Sur la diapo suivante, on peut voir que les auteurs sont gênés aux entournures parce qu'ils concluent en disant que la proportion de femmes enceintes ayant déclaré un avortement spontané peut ne pas refléter les proportions post-vaccinales réelles, puisque les grossesses n'ont pas été menées à terme au moment de la publication de l'article. Alors on peut se demander pourquoi ils ont publié l'article à ce moment-là. Peut-être justement parce que le pourcentage n'était pas encore trop élevé. Voilà. Enfin, en fait, il aurait fallu attendre la publication de l'étude complète. Ensuite, nous allons voir dans cette étude les risques. Ah oui, autre conclusion des auteurs. Alors là, on leur a pas demandé de parler du vaccin anti-grippe H1N1 de 2009, mais ils se sentent quand même obligés de le faire en rappelant que la fausse couche était l'événement principal rapporté par les femmes enceintes ayant reçu le vaccin. Donc on sent qu'ils sont gênés, qu'ils veulent quand même mettre en garde contre la vaccination chez les femmes enceintes et les risques de fausse couche. Dans cette même étude, donc, tous les autres risques, tous les autres effets indésirables ont été étudiés. Bon, ça, on va passer, on l'a déjà dit. Diapo suivante. Donc, on vous rappelle que quand on exerce une pharmacovigilance passive, c'est-à-dire quand on n'interroge pas spécialement les gens sur les effets indésirables des vaccins, on passe à côté de 1 à 10% des effets indésirables. C'est ce que nous a rappelé le docteur Eliquet récemment. Donc là, dans la diapo suivante, on va voir dans cette étude, toujours la même que j'ai citée précédemment, quels sont les effets indésirables. Cette fois-ci, on a une pharmacovigilance quasiment active puisque les femmes ont été incitées régulièrement par smartphone à rapporter leurs effets indésirables. Et on s'aperçoit que les effets sont beaucoup plus importants après la deuxième dose de vaccin. En particulier, vous avez ici Moderna. C'était une étude qui a fait surtout aux États-Unis, donc c'était surtout Moderna et Pfizer. Donc 75% déclarent un épuisement, c'est-à-dire une grosse fatigue, 70% des maux de tête, 70% des myalgies. Avec Pfizer, on a à peu près les mêmes taux, un petit peu inférieurs. On va voir que ceci, voilà. Ensuite, dans la même étude, comme ils ont comparé des femmes enceintes et des femmes non enceintes, ils avaient 623 631 femmes non enceintes. Et elles ont déclaré, on leur a demandé de déclarer quels effets graves elles ont subis. Donc, ce qu'elles ont trouvé, elles, comme effets graves personnellement. Il y en a 15% qui ont été victimes d'épuisement, 10% de maux de tête, 14% de myalgie, 2% de fièvre et 9% de frissons, qui les ont empêchées d'exercer leurs activités habituelles. Et quelque chose de très bizarre, c'est que dans cette étude, 28% des femmes enceintes et 38% des femmes non enceintes n'ont pas reçu la deuxième dose de vaccin. Alors on ne sait pas pourquoi. Est-ce à cause des effets indésirables? On peut le supposer, bien que ça ne soit pas expliqué du tout. Donc cette étude a été faite sur des femmes enceintes et des femmes non enceintes. On va comparer qu'est-ce qu'il en est dans la pharmacovigilance, ce qui ressort actuellement fin mai 2021. Diapo suivant, voilà cette diapo-là. Donc, dans le système de report de la pharmacovigilance britannique, sur la grossesse et les organes reproducteurs, vous voyez les chiffres ici, on a beaucoup d'effets indésirables sur les organes reproducteurs. On a 50 ménopauses précoces qui ont été rapportées, donc ça, c'est pas chez des femmes enceintes, mais ça a quand même un rapport chez les femmes en âge de procréer.
presque 3000 modifications du cycle menstruel, 144 avortements spontanés, dont 5 morts-nés. Ça, c'est ce qui est rapporté de manière passive à la pharmacovigilance britannique. Ensuite, sur la diapo suivante, on a la pharmacovigilance européenne. Voilà. Je vous ai mis d'abord en population générale le nombre de décès et le nombre d'effets graves rapportés, donc plus de 600 000 effets graves. Et concernant les femmes enceintes, donc 279 effets indésirables pour Pfizer, dont 7 décès, 83 effets indésirables pour Moderna, 156 pour AstraZeneca, dont 3 décès, et Johnson & Johnson, qui est arrivé récemment, il y en a moins, 7 effets indésirables, dont 1 grave. Et ensuite, que nous dit le rapport ANSM? Donc ça, c'est la pharmacovigilance française, qui est beaucoup plus restrictive, puisque la ANSM ne fait pas apparaître tout ce qui est rapporté, ils font un tri d'abord. Donc, on suppose que ce qui a été trié est quand même très représentatif. Donc, pour Pfizer, on a des effets indésirables, dont des fausses couches. On a des effets sur le fœtus, dont du trouble du rythme, des malformations, des thromboses du cordon ombilical et des effets indésirables chez la mère, des thromboses et des troubles du rythme. Pour AstraZeneca, on a aussi des fausses couches, une grossesse ectopique, une thrombose chez la mère, et pour Moderna, une mort intra-utérine. Alors ensuite, je voudrais rappeler qu'il y a des effets indésirables qui ne sont pas spécifiques de la femme enceinte, mais chez les jeunes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, que donc l'ANSM reconnaît que les fausses couches, ça peut être un problème et qu'il faut être vigilant dessus. Donc, diapo suivante sur les effets indésirables sur les jeunes. Donc, le ministère de la Santé israélien a admis que dans un cas pour 3 à 6 000 vaccinés, chez les 16-30 ans, il y a un risque accru de myocardite. Bon, là, je vous ai mis une diapo, c'est une télé israélienne sur Twitter, mais maintenant, ça vient de sortir sur Science Magazine, donc ça a été confirmé. La diapo suivante. L'Agence européenne du médicament se préoccupe aussi des myocardites chez les jeunes, donc ça, c'est confirmé aussi. Et la diapo suivante. Donc, en conclusion, donc ce que je vous ai dit au début, le rapport bénéfice-risque de ce vaccin ne semble pas du tout favorable pour les femmes enceintes en général. Pour les femmes enceintes de plus de 35 ans ou qui ont des facteurs de risque comme obésité, diabète ou hypertension, la maladie Covid peut être embêtante, comme dans la population générale, mais les essais de vaccins ne permettent pas de conclure puisque les femmes enceintes ont été exclues des essais de vaccins. Donc, les essais ne permettent pas de conclure ni sur l'efficacité, ni sur la sécurité. Donc, les médecins et les sages-femmes doivent évaluer le rapport bénéfice-risque pour chaque patiente. Et pour cela, nous avons vu qu'ils ne sont pas aidés par les autorités, en particulier françaises, puisque leurs injonctions sont contradictoires. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez poser des questions, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, Hélène. On se fait une soirée où on se remonte le moral, là, hein, vous avez compris? Oui, c'est bon. J'espère que pour les cœurs, quoi. Et en même temps, c'est pas parce que c'est inquiétant qu'il ne faut pas en parler, bien au contraire. Et merci vraiment, Hélène, de cette présentation, tout à fait dans le timing. Bon, j'ai envie de dire malheureusement très clair. Je voudrais vraiment rappeler une chose, parce que j'en ai débattu aujourd'hui aussi avec d'autres confrères et consoeurs. On entend dire, et c'est une réalité, que il y a des femmes enceintes qui sont hospitalisées parce qu'elles ont attrapé le Covid, qu'il peut y avoir des fausses couches dans ces cas-là. Le problème dans les études sur Covid et femmes enceintes, parce que c'est bien comme ça qu'on établit le bénéfice-risque, il faut déjà voir le risque de la maladie. Est-ce qu'on va faire gagner à toutes ces femmes beaucoup de choses? On se rend compte qu'en fait, ce n'est pas la grossesse qui est en cause, mais l'obésité. La plupart du temps, ce sont des femmes qui étaient déjà obèses avant de commencer leur grossesse, qui ont pris énormément de poids pendant leur grossesse. On retrouve d'ailleurs exactement la même chose avec la grippe. La grippe n'est dangereuse chez la femme enceinte que chez la femme enceinte obèse. Donc, je n'ai pas d'avis sur la question, est-ce qu'il faudrait vacciner les femmes enceintes obèses pour leur limiter ce risque? Mais une chose est sûre, une femme enceinte de poids normal au départ de la grossesse et qui prend, on va dire, entre 9 et 12 kilos
pendant sa grossesse n'a absolument pas de risque augmenté. Et ça, il est très important, et je pense que d'ailleurs, on s'y penchera un de ces jours au CSI, de différencier quelles sont les femmes enceintes qui souffrent vraiment de la maladie, de la même façon qu'il y a 9 décès en tout en France chez les enfants, ce sont tous des enfants qui avaient d'énormes malformations ou maladies graves, maladies génétiques, cancers, etc. Ce n'est pas des enfants tout venant. Un enfant en santé normale, je vais dire, n'a aucun risque. Et je dis ça pour rassurer d'abord les femmes enceintes vis-à-vis de la maladie et pour rebondir sur cette très bonne analyse du bénéfice-risque que tu nous as faite, parce que le risque de la maladie chez les femmes enceintes, il est concentré sur un très petit nombre de femmes à cause du surpoids. Est-ce que tu confirmes, est-ce que tu as vu ces chiffres? Ton micro. Oui, j'ai peut-être été un peu vite parce que je ne voulais pas dépasser le temps, mais je n'ai pas assez insisté sur le fait que cette étude qui compare les femmes enceintes avec Covid et les femmes enceintes sans Covid d'un côté et de l'autre côté les femmes enceintes avec Covid et les femmes non enceintes avec Covid, c'est un peu compliqué. Bon, ce qu'il en ressort, c'est que ce qui est le facteur de gravité, ce sont les mêmes que dans la population générale, c'est obésité, hypertension, diabète, et ce n'est pas le fait d'être enceinte. Le fait d'être enceinte pour une femme en bonne santé n'est pas un facteur de risque supplémentaire pour la Covid. C'est ce qui ressort de cette étude. Alors, ils ne le disent pas aussi clairement, mais franchement, on peut pas en conclure autre chose. Voilà. Oui, je crois que c'est important d'abord pour assurer d'éventuelles femmes enceintes qui nous écoutent et effectivement pour réévaluer avec ces regards-là le bénéfice-risque du vaccin, parce que le vaccin chez les jeunes, comme tu l'as dit, bon, évidemment par définition les femmes enceintes sont des femmes jeunes, et si on prend les jeunes en général, au-delà de la grossesse, le bénéfice-risque est très faible, pour pas dire négatif, puisque il n'y a pas de risque de la maladie chez les jeunes. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Donc on nous dit qu'il faut vacciner les jeunes pour des raisons altruistes. Faut-il vacciner les femmes enceintes pour des raisons altruistes? Faut-il risquer autant de fausses couches, comme tu as montré dans les études sur les vaccins, pour des raisons soi-disant altruistes? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tuer des enfants, des fœtus, pour essayer de sauver des personnes âgées qui ont plus de risques de faire de formes graves? Et je crois que cette question éthique doit être posée à la population. Et ce n'est pas à un ministre ou à même quelques députés d'ailleurs de prendre la décision. Ça devrait être réfléchi au niveau national. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, il y a une réponse biologique puisqu'il n'est pas démontré que le vaccin empêche la transmission. Ça, c'est pas démontré puisqu'il y a déjà beaucoup de vaccinés. Enfin, il y a des vaccinés qui font la maladie et donc qui transmettent le virus. Donc, déjà au niveau biologique. Après, pour la question éthique, je vous laisse répondre. La parole est au centre. Moi, je pense que c'est plus qu'une question éthique, c'est une question de société. La vie d'un enfant, la vie d'un bébé qui a, on va dire, plus de 80 ans à vivre, à mon sens, après, la question se pose, est-ce qu'elle a plus de prix que la vie d'une personne qui a déjà vécu toute sa vie, qui a plus de 85 ans? Voilà. Je pense que c'est une vraie question de société. Et moi, je trouve ça malheureux, finalement, que cette question se pose. Enfin, cette question se pose parce que c'est normal qu'on pose la question, mais cette question, comme tu le dis, Emmanuel, finalement, il faut la poser à ces personnes de 85 ans. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse prendre des risques à vos enfants, vos petits-enfants, pour peut-être réduire votre risque à vous de forme grave? Et encore, dans cette discussion éthique, on ne prend pas en compte l'existence d'un traitement efficace qui réglerait la question encore plus vite. Oui, alors, je pense que avec la vaccination des femmes enceintes, comme ce qui se passe avec la vaccination des enfants, on passe un cran supplémentaire. Quand on vaccine des gens qui sont plus en âge de se reproduire, ou des gens qui sont âgés, qu'on a beaucoup de mortalité, comme on le voit un petit peu partout, c'est vraiment très embêtant. Mais on peut se dire que d'ici 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ce risque aura disparu puisque ces gens-là ne seront plus là. Quand on s'attaque aux enfants comme on veut le faire maintenant, on va beaucoup plus loin puisque alors qu'il y a tant d'hypothèques sur les conséquences du vaccin et tant de décès, eh bien, on est en train d'hypothéquer les générations suivantes. Et quand on va s'attaquer aux femmes enceintes et donc au passage intra-utérin ou au passage dans le lait maternel, puisque là aussi, on n'a aucune étude réelle qui a été faite, eh bien, on est en train de faire quelque chose qui peut peut-être remettre en cause
la survie globale de l'humanité. Et pour avoir suivi les chats tout au long de cette conférence, il y a énormément de réactions de révolte, de colère. Comment peut-on faire ou dire une chose pareille? Comment peut-on jouer avec ça? Comment peut-on vacciner les femmes enceintes? Et j'ai l'impression que la vaccination des femmes enceintes comme celle d'un enfant, c'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas dépasser, parce que là, on entre dans une incertitude de survie de l'humanité qui devient extrêmement préoccupante. Michel, puisque vous nous faites l'honneur et le plaisir d'être toujours avec nous, est-ce que ces questions éthiques sont débattues au Parlement, à côté des questions économiques du pass sanitaire? Oui, elles sont débattues lorsqu'il y a des débats en plénière. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse et ce qui vient dans les médias, c'est la vaccination des enfants. Parce que le discours qui est tenu en France sur la vaccination des enfants, moi, ça me pose un véritable problème d'éthique. Dans la mesure où, quand on parle de balance bénéfice-risque, pour l'enfant, il est où le bénéfice? Et lorsqu'on parle d'immunité collective, j'aimerais qu'on me le prouve. Donc, ce qui vient là, à l'heure actuelle en débat, c'est la vaccination des enfants. Et là, moi, j'avoue que je voudrais que on ait des infos là-dessus, quoi. Parce que qui donne les infos, c'est Moderna qui a fait des essais cliniques sur les enfants, et même, il a fait même des essais à partir de 6 mois, et puis il y a Pfizer. Et franchement, moi, des études qui sont faites uniquement par les laboratoires pharmaceutiques, ça m'inquiète, d'autant plus qu'on n'a pas accès aux données cliniques. C'est l'Agence européenne des médicaments qui va donner l'autorisation, mais on n'a toujours pas accès aux données cliniques des labos. Donc voilà. Alors, vas-y. Voilà, concernant Eric, tu as parlé de vacciner des femmes allaitantes. Donc, il est sorti dans le VAERS, donc c'est la base de données américaine d'effets indésirables, qu'on a vacciné une maman qui allaitait et son petit est décédé. Voilà. On n'a pas la relation de cause à effet établie, mais voilà, il faut dire ça. Et aussi, j'ai vu aussi dans le VAERS, ils ont commencé les essais chez les petits à partir de 6 mois, et je crois qu'il y a un petit de 1 an qui est décédé après vaccin. Tout de suite, hein, enfin, il s'est trouvé mal tout de suite et il est décédé dans les jours qui suivaient. Voilà. Et sinon, pour la vaccination des enfants, j'en ai parlé, donc c'est déjà reconnu par le gouvernement israélien. Il y a on a noté des myocardites chez les 16-24 ans. Donc, ça va concerner les enfants, puisque en fait, ils ont pas commencé à vacciner avant 16 ans. Mais forcément, si on commence à vacciner à 12 ans, on va trouver des myocardites aussi. Et d'autres effets indésirables, mais là, c'est très net. Oui, Michel, merci de nous relancer sur la vaccination de l'enfant. Ça sera, je ferai une intervention jeudi prochain dans le cadre du CSI sur ce sujet, parce que je viens d'écrire un article. Les chiffres, on les a. Les chiffres, on les connaît, puisqu'il n'y a pas de mortalité chez l'enfant en bonne santé. Il y a zéro, mais je dis bien zéro risque du Covid chez l'enfant. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le vaccine pas pour lui. Et tous les scientifiques, tous les experts, et moi, je passe mon temps à n'utiliser que les propos des experts officiels. Tous les experts officiels, le COSV, les experts du gouvernement ont dit ce n'est pas pour protéger les enfants qu'on veut les vacciner. C'est pour obtenir une couverture vaccinale de plus de 80%, car c'est impossible en ne vaccinant que les adultes. Donc, ils savent que s'ils veulent obtenir ce 80%, ils doivent vacciner les enfants. C'est tout. Donc, c'est la seule raison. Donc, la question qui peut se poser en face, c'est est-ce que l'épidémie de coronavirus sera terminée quand on sera arrivé à une couverture, à une immunité de la population de 80%, à une couverture vaccinale de 80%? Et la réponse est certainement non, puisque même avec 95% pour d'autres vaccins, on n'a pas arrêté les épidémies. Donc, c'est totalement utopique. Et une chose est sûre, on va forcément sacrifier des enfants. C'est obligatoire. Les chiffres sont clairs. Il y a un taux de mortalité, un taux d'accident grave. Hélène parle des myocardites. Une myocardite, c'est des séquelles à vie. Obligatoirement, des enfants souffriront de la vaccination alors qu'ils n'auraient jamais souffert de la maladie. Jamais.
C'est ça qu'il faut mettre en balance. Et ça, c'est une question éthique. C'est au-delà de la science. Parce qu'évidemment, on peut dire, ah oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Hélène vient de dire, il y a 2 cas. Ben, c'est des histoires de chasse, comme on dit en médecine. D'accord. Mais est-ce qu'on a envie de sacrifier quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'enfants pour obtenir 80% de couverture vaccinale avec un vaccin qui ne marche pas sur les variants? La vraie question, elle est là, parce que les chiffres, honnêtement, pour moi, on les a tous. Il n'y a aucune inconnue. Sauf, est-ce qu'à 80% de couverture vaccinale, l'épidémie sera terminée? Et malheureusement, je crains que non. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois que tu as raison, Eric. Et en fait, on sent qu'il y a même presque de la colère ou de l'indignation hein, dans ce qui est en train de se passer, dans ce que le public peut entendre de ce qu'on en dit. En tout cas, il y a de l'indignation de la part des scientifiques, des médecins, des chercheurs. Et ça veut dire que la question, elle n'est pas scientifique, effectivement. Elle est autour de guérir le traumatisme. Parce que quoi que vous fassiez, finalement, ça va s'apparenter à des TOC, en fait, à des troubles obsessionnels compulsifs, à des attitudes qui sont absolument irrationnelles, consistant à essayer de guérir quelque chose qui est de l'ordre du trauma. Et donc, vous aurez beau vacciner les enfants, vacciner les vieux dans les EHPAD à 95 ans en phase terminale de soins palliatifs. On l'a vu, là, quand même, ça. Hein, des gens en soins palliatifs sur des cancers multimétastatiques vaccinés. Donc, on arrive à ce délire-là, si vous voulez, pour ne pas avoir peur. Donc, et pourtant, on continue d'avoir peur. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment faire pour sortir de la peur. Voilà. Pour moi, c'est la vraie question. Et ça veut dire aussi autre chose pour tous ceux qui nous écoutent. Protégez vos enfants. Tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. L'heure tournant, je vous propose que chacun d'entre nous donne un petit mot de conclusion pour cette soirée, en se rappelant que jeudi prochain, nous aurons de nouveau un rendez-vous à 21h sur la même chaîne. Qui veut prendre la parole? La parole est au centre. Ben, je la prends volontiers pour déjà vous remercier de nouveau de ces échanges intéressants et puis vraiment, effectivement, rappeler inlassablement le fait qu'il existe des bonnes pratiques, qu'il existe des principes à appliquer, qu'il existe des questions éthiques dont débattre. Et puis j'ai vraiment l'impression que tous ces repères ont explosé et finalement il ne s'agit pas tellement de réinventer la roue, mais juste de rappeler la réalité des choses. Et comme tu viens de le faire, que si jamais les enfants génériquement en bonne santé ne sont pas à risque, eh ben, on ne les vaccine pas, point. Je veux dire, c'est une question qui ne devrait même pas se discuter, tellement c'est un principe qui est établi dans le domaine de la santé publique, et donc vraiment revenir aux fondamentaux, parce que c'est la seule manière de sortir des dérives relativement délirantes dans lesquelles on est aujourd'hui. Merci en tout cas. Bon, merci aussi tous d'être là, en fait, qu'on se serre les coudes, que c'est dans ce moment-là, en fait, où on a besoin de sentir qu'il y a des gens autour, donc je suis très touché du fait que vous soyez tous ici et puis qu'il y ait tous ces gens qui nous regardent, en fait. Je crois que frères et sœurs humains, on doit serrer les coudes dans ces moments difficiles, en fait, et se protéger les uns les autres. C'est peut-être ce qui a poussé par les Anglais ou les Américains à aller jusqu'à la Habeas Corpus, à la Magna Carta, à refuser finalement l'arbitraire du pouvoir dans cette espèce de côté totalitariste qui consiste à rentrer en vous et à rentrer dans tous les aspects de votre vie, une espèce de culture de la pénétration de l'autre en fait, sans consentement. Donc je pense que si vous ne consentez pas, il n'y a rien à laisser passer en fait. Cette soirée, elle peut être un peu difficile par rapport à certaines autres du Conseil scientifique indépendant. On sort pas indemne des 3 sessions qu'on a eues là. Hein. Je suis un peu plombé. Il va falloir se ressourcer et trouver des pistes d'espoir. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et pour tous ceux qui nous regardent, relancez la vidéo de partout où vous pouvez. Vous savez que le dernier conseil scientifique de la semaine dernière a été censuré. Celui de la semaine d'avant a été censuré. Celui d'il y a encore 3 semaines a été censuré partiellement. On souffre de cette censure de manière très importante. Alors, dans tout ce qu'on a dit, il n'y a pas une seule data scientifique qui soit juste même discutable, en fait. Oui.
je vais dans le sens de Louis. En fait, on est censuré de partout. Bon, moi, personnellement, YouTube, LinkedIn, Facebook, comme nous tous. Donc, il faut absolument diffuser nos infos parce que nous ne faisons que diffuser des chiffres officiels, des organismes officiels ou des résultats de publications qui ont été publiés et qui sont accessibles à tous. Évidemment, tout le monde ne peut pas avoir le temps d'explorer tout ça. Donc, nous, on donne de notre temps pour ça. Donc, faites diffuser nos vidéos, voilà, c'est tout. On nous traite de menteurs, mais on ne diffuse que des chiffres officiels. Donc, qui est-ce qui ment? Ça doit être les officiels. Oui, on a bien conscience aujourd'hui de ce qui est en train de se passer et c'est vrai que les nouvelles sont pas toujours excellentes et comme dit Louis, on pourrait avoir un mauvais moral, mais je pense que déjà le fait qu'on soit censuré régulièrement vu la dictature ambiante, c'est quand même la preuve que les choses que nous disons sont des choses importantes. Et puis, il va y avoir une tendance politique à essayer de morceler. On va vacciner une petite partie, puis une autre, puis une autre. Et j'ai envie de vous dire à tous, écoutez, gardez vos convictions, protégeons-nous les uns les autres. Si vous ne voulez pas la vaccination des enfants, vous n'autorisez pas qu'elle soit faite, même si on part de la faire sans autorisation des parents. Réfléchissons bien, protégeons-nous, protégeons surtout les générations suivantes. Et ça, c'est très important. Restons tous très solidaires, restons dans la force de nos convictions. Voilà ce que je voudrais dire. Emmanuel, Michel. Mais moi, oui, je vous remercie, moi, parce que ça m'enrichit et ça me donne des arguments pour me battre encore. Et puis pour convaincre les gens que on ne doit pas décider pour nous et que la santé, ça nous appartient à tous et ça appartient pas qu'au corps médical. Parce que très souvent, on vous dit, mais c'est les médecins qui ont parlé, etc. Mais quel médecin, quel labo? Il faut toujours resituer les choses dans leur contexte et vraiment dire qu'on est on est acteur de notre santé à nous et on est acteur aussi de notre vie. C'est pour ça que je vous ai posé le problème des enfants. Il y a les femmes enceintes, mais les enfants, pour moi, c'est là où il faut vraiment interpeller sur les risques qu'on va leur faire courir alors qu'ils n'ont aucun risque de prendre le Covid. Bon, à part cas particulier qu'on connaît pour les autres, mais je trouve que on est en train de les culpabiliser indirectement et de culpabiliser les parents en disant si vous ne faites pas vacciner vos enfants, ben, ils pourront transmettre le virus aux personnes âgées, etc. Et ça, je trouve ça terrible. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous posais cette question et merci de tous ces échanges. Et en même temps, sachez quand même qu'il y a des gens qui se bagarrent, quoi. C'est pas, il n'y a pas que des moutons, hein. Voilà. Ils sont nombreux et ils étaient d'ailleurs nombreux aujourd'hui à être branchés en direct et on sait qu'ils sont nombreux, qu'on a quelques députés, quelques sénateurs qui nous aident beaucoup et que beaucoup de gens se luttent. Emmanuel, tu voulais dire un dernier mot? Oui, ben, j'ai trouvé cette soirée encore très intéressante avec 3 belles présentations. Ce que je voudrais simplement dire à tous les parents en fait, qui nous regardent, c'est que ben, c'est leurs enfants. Vous êtes responsables de vos enfants. Et il ne faut pas écouter un tel ou un tel. Vous savez, vous avez au fond de vous, vous savez très bien ce qui est le mieux pour vos enfants. Et donc voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Et puis j'en profite aussi pour dire à tous ceux qui n'ont pas le moral que Essa Mobala, en fait, il me propose ce qu'on appelle l'heure du cœur. Donc en fait, c'est pas une méditation, mais en fait, voilà, c'est quelque chose de très sympathique. Vous pouvez directement vous abonner à sa chaîne qui a été également censurée par YouTube. Donc, Essa Mobala. Voilà, je fais un peu de pub. Merci Emmanuel, merci à tous. Mais écoutez, je crois que ça a été une soirée très très riche. Il y avait une très très belle énergie, j'ai trouvé ce soir. Peut-être c'était négatif, mais en fait, on a montré qu'on avait une atteinte à nos libertés. Et je voudrais rebondir pour conclure sur ce qu'a dit Louis tout à l'heure. Non, il nous reste notre liberté. Nous avons la liberté de ne pas nous faire vacciner. Nous avons la liberté de ne pas partir en voyage à l'étranger si on nous impose des contraintes. Nous avons la liberté de ne pas aller dans des endroits où il y a plus de 1000 personnes si on nous impose des contraintes. Je crois qu'on doit comprendre qu'on est encore libre. Évidemment, ça peut demander certains sacrifices, mais c'est peut-être ces sacrifices qui seront importants
pour que la société change, parce qu'elle ne peut changer que par l'action du citoyen, ça c'est sûr. Il ne faut pas attendre qu'on le fasse pour vous. Donc voilà, on vous donne des informations pour que vous fassiez vos choix de façon objective. À vous de jouer maintenant, vous êtes libre de faire ces choix. Merci à tous, vraiment c'était très sympa et bonne nuit, il commence à être tard. N'oubliez pas, ça sera rediffusé bien entendu. Transférez les liens autour de vous. Plus on est nombreux, plus on sera nombreux à partager ces liens, plus l'information passera, plus on a de chances de progresser. Merci à tous. Merci.